Je suis convaincu que les créateurs de contenu peuvent changer le monde. Les créateurs peuvent avoir un impact extrêmement positif pour la société et faire avancer les choses dans le bon sens, j'en suis certain. À un moment donné, le passage sur Inox où il parle de la pollution et il dit les gars, mettez-les à la poubelle. Ça paraît rien. Moi, je te parie que ça va impacter beaucoup de jeunes. Nous sommes en plateau avec Ruben Cohen, PDG de l'agence Follow. L'agence Follow a été créée en 2016. Ça compte 100 personnes, 100 salariés. Vous managez plus de 70 talents en exclusivité. Vous accompagnez également des marques. Je me rends compte de la puissance de l'influence en France, mais aussi à l'international, puisqu'on fait des collaborations avec Kylie Jenner, avec Kendall Jenner. Et encore une fois, je te le répète, j'étais à l'initiative de ce genre de choses. Ce n'est pas ma boîte. Je dois faire dépenser à mon PDG plus de 250 000 € pour un poste. Et je lui dis, fais-moi confiance, ça va marcher. Il me dit, mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Qui dépense 250 000 € pour un post Instagram? Et toi, t'as pas d'upside financier? Parce que j'ai l'impression que dans cette sorte, t'as que le downside, quoi. C'est-à-dire que t'as des guns short à temp. C'est un délire, ça. Une Paola, une Maya, enfin les talents qu'on accompagne depuis 2016 sont encore chez nous aujourd'hui et sont passés de 20 000 à 3 millions d'abonnés. Et aujourd'hui, on fait même à la télé, tu peux voir la collaboration avec Vinted et Lena Mafouf, c'est nous qui l'avons initié, que ce soit le choix de Lena ou la production de contenu, c'est passé par Follow Group. Tu travailles aussi avec des gros talents indépendants comme Lena Situation. Comme Lena Situation, comme Nicode, comme énormément de talents. Je sais pas si on a déjà travaillé ensemble, Pas encore, j'espère. À l'époque de la vidéo City, etc. Moi, je me suis fait arracher mon t-shirt plusieurs fois parce que quand tu sortais dans la rue avec ces jeunes-là, c'était un carnage. On a du mal à y croire aujourd'hui, mais c'était un carnage à quel point les jeunes devenaient fous quand ils voyaient ces créateurs-là, tu vois. Bon bah Ruben, bienvenue dans Métier de rêve, ravi de t'accueillir. Merci, c'est un plaisir d'être là. Est-ce que tu peux expliquer dans un premier temps un peu qui tu es et ce que tu fais avant qu'on raconte un peu ton histoire? Alors qui je suis, moi j'ai un peu de mal à me décrire déjà, c'est un sujet pour moi. Qui je suis, je m'appelle Ruben Cohen, j'ai 34 ans. Comment je peux me décrire? Quelqu'un de sportif globalement, sociable, passionné par la vie, passionné par les gens, par les rencontres et évidemment l'entrepreneuriat. Et voilà, et j'ai créé Follow il y a 8 ans. 8 ans maintenant. Et donc Follow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence un peu comme Webedia. Bon, je dis ça pour situer, j'imagine que ça te fait plaisir, mais est-ce que tu peux expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une agence d'influence? Ouais, bien sûr. Alors une agence d'influence, en tout cas Follow, on est un peu, on va dire, on a une double expertise. On est une agence de management de talents, c'est-à-dire qu'on va accompagner des talents, des créateurs de contenu, on en parlera après, créateurs de contenu influence. On va accompagner des créateurs de contenu dans leur développement de carrière. Donc, on va créer tout un écosystème autour de ça. Et de l'autre côté, l'autre expertise, c'est la partie agence conseil, où on va accompagner les marques justement sur leur stratégie d'influence. Et aujourd'hui, Follow, c'est cet écosystème rassemblant ces deux expertises. Ok, très clair. C'est clair? Ouais, super clair. Écoute, je propose qu'on commence au début. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quand tu avais 17 ans, déjà dans quel milieu tu as grandi et un peu dans quel mindset tu étais à ce moment-là et comment tu voyais la suite? Ouais, bien sûr, je vais me remonter avant. Tu sais, j'ai eu une enfance merveilleuse, globalement, même tout au long de ma vie. Mais c'est vrai qu'à partir de mes 13 ans, là où j'avais, on va dire, une enfance assez... je partais en vacances 3 fois dans l'année, on n'avait aucun problème. À partir de 13 ans, ça commençait à se corser. Mes 2 parents perdent leur job en même temps. Ok. Et en fait, si tu veux, je l'ai vite compris qu'on a basculé de l'opulence à, je ne vais pas du tout te dire la pauvreté, loin de là, mais je comprenais un peu très tôt les enjeux de l'argent et du fait qu'il fallait gagner sa vie. Je l'ai vite compris. Mais ils faisaient quoi tes parents? Alors mon père, il était responsable publicitaire, il vendait des malles, des objets publicitaires à des colonies de vacances. Okay. Il avait un entrepôt à côté de Disney, j'allais après les cours, il venait me chercher, on allait dans son entrepôt. Et ma mère, elle vendait des produits chimiques pour les entreprises. Et en fait, vraiment pour le coup, pour 2 raisons différentes, du jour au lendemain, j'entendais le soir à la maison, je comprenais que ça se gâtait, que mon père avait beaucoup de soucis au boulot et que du jour au lendemain, il a dû fermer la boîte, mettre la clé sous la porte. Et ma mère, c'est pour autre chose, management très compliqué, harcèlement de son boss. Pareil, elle a dû arrêter son job, donc les deux se retrouvent un peu au chômage. Et tu avais des frères et sœurs? Ouais, j'avais une grande sœur et un petit frère. Ok. Et en fait, on comprend pas trop, mais on remarque immédiatement qu'il y a eu un changement radical, puisque c'était plus de vacances, plus d'argent de poche. Donc on capte un peu sans vraiment le comprendre parce qu'on était jeunes et quand t'es jeune, tu sais, t'es pas du tout focus argent. Ouais. Puis c'est de vous protéger un peu, ils vous disent pas forcément. Ils nous ont très bien protégés puisque je me souviens vraiment que je le sentais pas vraiment à cette époque.
puisque je continue à partir en vacances. Il m'a amené avec des amis. Donc franchement, je les remercie pour ça parce que je ne l'ai pas vraiment senti. Mais je me suis quand même très tôt rendu compte la nécessité et la valeur de l'argent, en fait, très très vite. Puisque très tôt, j'ai dû enchaîner les jobs d'été. Tu sais, le mois de juillet, juin, c'était manutention, c'était livreur, je me suis retrouvé cuistot. Je sais pas comment d'ailleurs, j'étais une journée parce que je sais absolument pas cuisiner. Mais en tout cas, si tu veux, j'ai vite compris la valeur de l'argent et arrive donc le bac. Pendant ce temps, si tu veux, c'est 2-3 années avant le bac, j'étais pas bon à l'école. Hein. Globalement, j'étais pas bon, je faisais partie des derniers de la classe. J'avais beaucoup de mal à rentrer dans un cadre. On va dire que j'étais très bon à l'oral, très bon. J'étais limite lèche-botte auprès des profs pour compenser mon écrit catastrophique. Et c'était quoi? C'était un peu dyslexique? Tu faisais pas ouais, dyslexique, j'avais tout. Je cumulais tout, faute d'orthographe, dyslexie. J'étais mauvais à l'écrire, en fait, si tu veux. Je rentrais pas dans un cadre. J'avais souvent le HS que les profs te mettaient. J'étais hors sujet, en fait. Mes parents essayaient de compenser avec des cours particuliers. Non, franchement, j'arrivais pas et je m'exprimais, je le vois de manière différente. Et je m'exprimais beaucoup en cours de récréation et d'ailleurs, je le dis souvent, je dis putain, le potentiel des élèves, il n'est pas seulement en cours, mais je trouve qu'il est beaucoup en cours de récréation. C'est là où tu vois les meneurs, c'est là où tu vois l'esprit d'équipe, tu sais, quand tu fais des matchs de foot, etc. Et moi, je m'exprimais en cours de récréation, en cours de théâtre, parce que j'ai pris les cours de théâtre de l'école, et on va dire à l'oral. Voilà, parce que en étant quasiment dernier, j'étais quand même délégué de la classe. Donc ça pouvait être paradoxal. Et t'as fait du théâtre toute ta scolarité, c'est ça? Tu dis que t'en as fait 7 ans, c'est ça? Exactement. En fait, je me suis fait attraper par le prof de l'école, par curiosité encore. J'étais un élève très très curieux, un enfant très curieux. Et en fait, je suis descendu au lycée, c'était le lycée Georges Leven. Je descendais et là, il y a un prof qui s'appelle Laurent Pitigliano et qui me donne cet amour de théâtre. Là où moi, je voyais le théâtre comme Shakespeare, tu vois, un langage très soutenu qui n'était pas mon monde. Là, je découvre autre chose complètement et je découvre les cours d'impro, etc., etc. Et je suis un peu passionné par ça. Et en fait, si tu veux, quand à 15 ans, tu montes sur une scène, il se passe un truc, tu vois, t'as du stress à gérer, tu gères ton anxiété, ton stress, c'est du bon stress. Et je trouve que tu débloques un truc assez dingue que seulement le théâtre peut te permettre, tu vois. Et donc je fais mes cours. J'en fais beaucoup, j'en fais même un peu trop parce que ça prend le dessus sur mes cours et sur mes notes. Là, déjà, c'était pas bon, là, ça devient catastrophique. Mon prof me prend dans une troupe. On se met à faire des représentations au Théâtre du Nord-Ouest, dans le 9e. Un théâtre assez mythique. Et carrément, je gagne de l'argent à ce moment-là. C'était une misère, hein, mais c'était marrant de recevoir de l'argent pour jouer. Et on joue quasiment 4 fois par semaine. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, là, je suis à 2 doigts de rater mon bac, quoi. Mais c'était une troupe de l'école? Non, pas de l'école. Le prof, en fait, Laurent me prend dans une troupe qu'il avait montée avec des gens inconnus, des gens qui avaient 3 fois mon âge, 2 fois mon âge. Je me retrouve avec des mecs qui ont doublé Bruce Willis dans ses films. Je me retrouve avec des mecs qui ont fait des pubs à la télé. Assez impressionnant, tu vois, le casting. Et je vis ça. C'était une vraie parenthèse de ma vie assez dingue. Parce que voilà, ça m'a pris aux tripes et c'est un peu ce que tu disais sur les échecs. Là, je me suis mis corps perdu dans le théâtre et j'ai pas lâché à en oublier complètement mes études. Donc c'est là où je passe le bac, je suis à ça de le rater. Je crois que j'ai eu 10,02. Ça m'a permis d'avoir le bac. Ok, donc t'as le bac comme ça, bac en poche, tu décides de faire quoi après du coup? Franchement, je suis saoulé parce que je ne sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, l'école ça m'a pas plu. Les journées portes ouvertes, je trouvais qu'elles servaient à rien. Je regarde autour de moi, j'avais l'impression de voir des moutons qui suivaient des trucs déjà tout faits, tu vois. Donc je me plains beaucoup, je me souviens de beaucoup me plaindre en me disant Alors j'aimais beaucoup le foot aussi à cette période. Mon père m'emmenait faire des détections à Bretigny, etc. Et j'avais quand même en tête de me dire je vais être soit acteur, soit footballeur. Donc j'avais 18 ans, tu vois, 17-18 ans. Et j'étais quand même assez j'étais rêveur, voilà. On va pas dire immature, j'étais toujours rêveur à 18 ans en disant j'ai soit l'acting, le théâtre ou soit le foot. Le foot, il s'avère que j'étais trop petit, pas assez technique et pas le niveau pour atteindre les pros. Je m'en suis vraiment rendu compte sur le terrain
quand je côtoyais des très forts. Et donc, je sors du bac et je me dis quoi faire. Franchement, j'ai pas d'argent, je me vois pas faire une école de commerce parce que c'est compliqué. Donc, je fais éco-G à Tolbiac. Ok. Catastrophique. En fait, catastrophique parce que quand tu rentres en fac, tu passes de l'école où le prof t'attend et savoir si tu vas arriver ou pas, et quand tu arrives, il t'engueule parce que tu arrives en retard, à un amphithéâtre ouvert où tu viens, tu viens pas, tu viens pas, tu es livré à toi-même. Je tiens 2 mois, et après ces 2 mois, c'est FIFA tous les jours à la maison, je vais plus en cours, je rate mes examens, et donc je fais 1 an à franchement pas faire grand-chose. Ouais. Je pense que je pense qu'on a un peu le même profil, un peu rêveur, un peu flemmard, et nous on a besoin de se faire fouetter. Enfin, complètement. À cette époque-là, en tout cas, on avait besoin. Maintenant, je pense qu'on arrive mieux à se cadrer, mais non, mais c'est ça. La prépa, tu n'y avais pas du tout pensé. Enfin, c'était pas une option. Pas du tout. En fait, pour être honnête, avec ton 10 au bac, c'était chaud. En fait, il faut être aussi. J'avais quand même la conscience. Tu vois, je m'inventais pas une vie. Je savais que j'étais pas bon. Ouais. En fait, je suis quelqu'un qui veut exceller dans tout ce qu'il faisait, en sport, en théâtre. Fallait vraiment que je sois le plus fort. Pour le coup, j'avais un esprit de compétition qui était énorme dans tout ce que j'entreprenais. Mais l'école, j'avais beaucoup de mal, en fait. J'avais beaucoup de mal, je le savais. Et c'est pas faute d'avoir essayé, cours particuliers, etc. Et même, je culpabilisais de faire dépenser de l'argent à mes parents pour ça. Et pour avoir des 8, des 9... les maths, j'ai pas capté le truc. Encore aujourd'hui, j'ai pas capté le truc. Et j'ai maté ton épisode avec Théo Lyon. Où, tu vois, lui, c'est l'inverse. Tu vois, il a très vite compris, compris le process, en fait. Et je pense qu'il a très vite eu la maturité de... je sais pas si c'est une discipline. En tout cas, il a compris le truc et il expliquait qu'il a vite compris les maths. Encore aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai pas compris les maths. Ouais, mais t'as d'autres skills. C'est ça qui est intéressant dans ton profil. J'espère, sinon... C'est intéressant parce qu'en France, je pense qu'on valorise énormément justement les hard skills, tu vois, et justement les maths, par exemple, c'est très valorisé d'être bon en maths, tu vois, les écoles d'ingénieurs sont mieux valorisées que les écoles de commerce, et toute ta vie, ça suit. Et toi, tu es un bon exemple de comment réussir avec des soft skills et en étant... des soft skills qui ne sont pas identifiés dans le schéma scolaire actuellement, quoi. En fait, il faut juste avoir la présence d'esprit de se dire, accepter qu'on est tous différents. Chacun a son parcours, et c'est pour ça que je disais, je me souviens plus quand je disais ça, mais je disais arrêtez d'écouter les gens, arrêtez de scroller, écoutez des créateurs de contenu. Chacun est différent. Le conseil pour quelqu'un ne marche pas pour un autre. Et moi, je pense que j'avais au moins cette présence d'esprit de me dire, je sais que je suis pas bon là-dedans, je suis bon dans d'autres choses, c'est pas grave, tu vois. Et il faut pas se faire un monde parce que t'es pas bon dans ci ou dans ça. Il faut juste, chacun sa vie, mène ta vie, mène ton parcours avec tes compétences. Et comme tu l'as dit, moi en l'occurrence, mes compétences, c'était des soft skills qui n'étaient pas très valorisés et qui ne sont toujours pas valorisés quand tu es jeune aujourd'hui. Et d'ailleurs, je trouve ça très dommage parce que moi, je voyais des premiers de la classe, dans ma classe, qui n'avaient aucun soft skills, qui étaient premiers de la classe. Et pour la petite anecdote, je me suis vu chez Follow à faire des entretiens avec des mecs de ma classe qui étaient premiers de la classe. Ah ouais. Et en fait, à leur faire passer des entretiens. À leur faire passer des entretiens. Bon, déjà, pour l'ego, c'est cool. Mais ensuite, tu te dis, je finis l'entretien, et je dis, mais qu'est-ce qu'il est nul. Tu te rends compte, il était premier de la classe. C'était l'idole de tous les élèves, en mode, il est trop fort. Et je le vois s'exprimer, je le vois interagir avec moi. En fait, 0 soft skills. Aucune passion, aucune vibes, il n'y a rien, il ne se passe rien. Voilà, je pense que tu le mets face à une copie, le mec est un génie, mais il y a rien d'autre. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'aujourd'hui, en société, c'est pour moi le plus important. C'est vrai que c'est intéressant à quel point c'est pas valorisé, à quel point du coup, tu as toujours des surprises où tu vois des gens, tu dis, ah putain, mais lui, il était nul à l'école, comment il se retrouve là, tu vois. Je pense que j'ai eu beaucoup ce regard, en toute modestie, je sais même pas si c'est de la prétention, mais beaucoup d'anciens élèves de ma classe étaient surpris de me voir, je vais pas dire réussir parce que je n'estime pas avoir réussi, mais en tout cas monter ma boîte, avoir des employés, et il y avait presque de l'interrogation. Ils étaient en mode, je voyais les messages Facebook et tout à l'époque, wow, Ruben, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il doit connaître un gars et tout. Exactement. Il y croit pas, quoi. Exactement. Mais je trouve ça très intéressant que petit, tu aies eu cette maturité et ce recul de te dire, ok, on est tous comparés sur des hard skills. En permanence, on te dit, bon, toi, t'es nul, tu vois, on te note. Toi, t'as 2, lui, il a 12, il est bien meilleur que toi et tout. Et que tu arrives à
pas perdre confiance en toi, quoi. Dire attends, moi je sais que dans la cour de récré c'est moi le boss, mais c'est pas évident. À côté. C'est pas évident et franchement Dieu merci j'ai eu ce caractère, j'avais quand même un caractère, tu vois, qui fait que dans la cour de récré je savais m'imposer, j'avais un peu ce leadership et tout, mais un autre élève un peu plus timide, enfin je trouve que psychologiquement c'est compliqué, t'es noté. Ouais. Tu es noté par d'autres personnes et en plus tu sais les profs faisaient un truc, c'est qu'ils appelaient je crois les meilleures notes en premier et les pires notes à la fin. Tu te rends compte psychologiquement, je trouve ça très compliqué. Et alors moi, ça m'a pas détruit, mais je trouve que ça peut détruire beaucoup d'élèves. Pour la confiance en soi, je trouve ça très compliqué. Alors il y a pire encore, c'est les plus mauvaises notes en premier. Moi j'avais un prof qui faisait ça, c'est dur, il y a tout le monde qui est au courant que Ruben est dernier, tu vois, tout le monde dans la classe. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Mais ok. Donc ton école ça se passe pas ouf, tu te barres au bout de... Donc Tolbiac pas ouf, je me barre, j'arrête, ça m'a pas coûté d'argent, juste je crois les livres ou quoi, donc ça va. Et après forcément bah là des parents qui t'aiment ils s'interrogent, tu vois, même si c'est les parents les plus cool du monde, ils s'interrogent. Et là les questions chantent, les dîners de famille chiants, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, de ta vie, ça te trotte. Parce que Ruben, c'est très bien que tu vas pas faire un comédien, enfin du moins tu peux pas miser dessus. Foot, on a compris, tu vois. Et mon père, il avait la gentillesse de, le pauvre, il se levait le matin, il m'amenait en détection, il allait loin et il voyait bien que je ne réussissais pas les détections. Ça me rendait malade par contre parce que je savais que j'étais bon, que j'avais un potentiel, tu vois, et que je voulais en faire quelque chose, mais pour le haut quoi niveau. Les détections, moi je connais pas. Détection, pardon, c'est en fait pour rentrer en pro. Okay. En fait, tu fais des détections dans des... tu vois, Bretigny, par exemple, c'est un très beau centre de formation. Il y a Alfortville, il y a plein de très beaux clubs. Et en fait, j'allais partout pour essayer de me faire voir. Mais sauf que dès qu'il y avait une détection, par stress et par niveau aussi, j'ai pas honte de le dire. Moi, je vais pas dire j'ai eu le ménisque comme tous les footballeurs. Ouais. Non, j'étais pas bon. J'étais pas assez bon, en tout cas. Et c'est là où tu te rends compte que quand tu vois les joueurs à la télé, c'est l'élite de l'élite de l'élite. Parce que c'est du très très haut niveau. Et donc du coup, attends, ça m'intéresse ce point-là, c'est pas juste du taf, quoi. Genre il y a vraiment un... Bah il y a du taf, il y a de la chance, il y a énormément de chance. Ouais, est-ce qu'il y a un mec qui te repère et même faut pas se blesser. C'est beaucoup de choses. Ouais. C'est vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent pour arriver à être dans un 11, dans une équipe type professionnelle. C'est un niveau physique qui est hors norme. Vraiment, je le dis, c'est un très très gros niveau physique. C'est un niveau technique aussi qui est important. C'est beaucoup de chance, c'est du travail énorme. Je pense qu'on n'a pas conscience du travail, tu vois, et donc du coup tout ça fait que tu arrives ou pas en professionnel, et moi j'étais loin du compte. Et donc du coup je me dis ok, qu'est-ce que je fais, et je cède en fait à la pression un peu sociale et familiale, et je me dis ok, on va faire une école de commerce. On va suivre tous les moutons de l'école, et en plus t'es toujours un peu jeune, tu sais qu'il y a une petite ambiance parce qu'il y a un tel, tu te dis allez vas-y go, payer 15 000 € l'année. Mais toi tu y allais sans conviction, tu te disais pas avec mes skills école de commerce, enfin c'est moi quoi, genre je vais être un bon sales, je vais être un bon... Non, je voyais pas la suite de l'école, mais je me dis que pendant l'école ça peut être cool. J'avais pas encore la logique de me dire ça va être bien après l'école, tu vois. En tout cas j'avais pas la vision après les 5 ans, c'est certain. Et donc je fais cette démarche de faire un crédit Expresso, je crois qu'il s'appelait, à taux zéro. Et en fait, quand tu fais ton crédit, quand même si tu es jeune et tu n'as pas réellement la notion que j'ai aujourd'hui, quand tu fais un crédit, tu sais que tu dois le rembourser et que c'est pas l'argent qu'il y a sur ton compte, c'est pas ton argent. Tu prends quand même conscience du truc. Et en fait, très vite, quand je rentre à l'ESG, et d'ailleurs, pareil, il y avait des concours pour rentrer à l'ESG, mes écrits catastrophes. Et là, les oraux, j'ai tout donné. Et ça a fait que j'ai été admis, tu vois. Tu connaissais pas le surveillant cette fois ? Non, je connaissais personne. Et d'ailleurs, je m'interrogeais. En fait, moi, si tu veux, j'ai ce truc-là. Par contre, quand j'arrive quelque part, je déteste être dans la norme. Quand j'arrive à l'hôtel avec ma femme ou que j'arrive quelque part avec des amis, je vais essayer d'être le plus observateur possible pour voir si je peux être privilégié, en fait. En fait, je joue ma carte à 2000%. Et j'ai du mal à comprendre ceux qui restent dans leur coin, qui restent dans la queue, qui restent... fais jouer tes contacts, fais jouer ton réseau, regarde la faille. Et quand tu vas trouver cette faille, combien de fois, histoire extraordinaire, ça m'est arrivé où un mec, je lui dis ce que je fais, je le raconte, tu trouves... En fait, ça m'excite, moi, de trouver la faille dans ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment... Et tu joues pas aux jeux vidéo ? Écoute, si, j'ai beaucoup joué à FIFA, j'ai joué à Call of, mais j'ai pas eu le truc d'après.
où tu vois, je me suis mis à geeker avec le casque et tout. J'ai des potes qui le font et je sais que c'est comme toi sur les je sais que si je le fais, je suis mort. Tu sombres, ouais. Non, mais je pense à ça, juste micro-parenthèse, mais en fait les jeux vidéo c'est que ça, c'est toutes les 2 semaines tu as un update qu'on appelle le patch note, tu as des nouvelles règles et en gros tu as 2 semaines pour trouver le truc qui est complètement ce qu'on appelle OP, overpowered, tu vois, et tu vas exploiter cette faille là pendant 2 semaines et après les gens qui font l'équipe du jeu disent ah, ok bon ça devient trop fort, on va rééquilibrer. Après tu réfléchis, tu te dis ah, ok bah, c'est ça qui est, c'est comme si tu joues aux échecs et les mecs augmentent un tout petit peu la force du cavalier, le cavalier devient complètement fou et tu vois et donc, tu mets ton pion à la fin, tu fais pop que des cavaliers, enfin il y a des stratégies de fou qui se mettent en place et ça. Énorme. Donc ouais, ne tombe pas là-dedans parce que je pense que non, c'est mort. tu sombres big time quoi après. Ça c'est mort. Mais ok. Donc comment ça se passe du coup l'école après? Et donc l'école, écoute, franchement une école de commerce. École de commerce, t'as tes cours, les élèves sont cool, tu fais la teuf. Je pense qu'en école de commerce, je fumais pas, je buvais pas. Je me suis mis à boire en école de commerce. Ouais. Je buvais pas d'alcool. Je sortais en boîte avec mes copains. Je buvais que du Red Bull. Je pensais que j'étais bourré. Je croyais qu'au foot tout le monde fumait, non? Non, franchement non, ça arrive. Hein, ouais. Mais non, ni je fumais ni je buvais. Et l'école de commerce, bah c'est ça en fait. Tu fais des week-ends d'intégration où on t'apprend à boire et à fumer. Ok. Donc sur le papier c'est cool quand t'es jeune, tu fais des rencontres, etc. Mais si tu veux factuellement. Sur les cours en eux-mêmes, non, j'ai vraiment, j'y retiens rien. À part, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai développé un peu mon côté entrepreneurial. Je pense que je me faisais tellement chier que avec mes potes, je me suis dit, venons faire un truc, il y a un truc à faire. Et là, on va dire que c'est ma première expérience entrepreneuriale où moi, avec 2 potes, on se dit, mais putain, t'as vu les suites là que tout le monde met qui vendent 60 €, qui sont affreux, et les gens se les arrachent. Est-ce qu'on ferait pas un truc autour de ça? Et là, on a l'idée de faire des bombers. Okay. C'est pas du tout l'idée du siècle, hein. Mais on le fait bien. On fait des bombers qu'on va faire en Tunisie. Et on va faire des bombers en Tunisie personnalisés à l'effigie d'écoles de commerce. Okay. Et je me rappelle d'équipes de football américaines. On avait 3 à 4 équipes de foot. Et on fait genre une dizaine d'écoles de commerce. On devient un peu, ça s'appelle les CBN University Closing. On était les seuls sur le marché à l'époque. Et on a dû faire, je sais pas, 60 000 € de chiffre d'affaires. Pas mal. Okay. Pas mal, ouais. Tu vois. Alors après, je te parle pas de la marge, mais pas mal. Il y avait de la demande. On faisait, tu vois, on prenait des tableaux Excel, on recensait les gens, on faisait du démarchage. Ça, je le faisais entre les cours. Ok. La marge était positive quand même? Ouais, la marge était positive, okay. Mais si tu veux, la gestion était catastrophique. Ouais. Mais ça t'apprend grave. Ça t'apprend, de fou, hein. Ça t'apprend de fou. Tu vois. Je faisais des rendez-vous que je n'étais pas censé faire avec des directeurs d'école, tu vois. Donc ça m'a beaucoup appris. Et là commence, en fait, si tu veux, je me rends compte que je dois payer mon crédit. Ouais. Mais j'ai pas de rentrée d'argent. Donc je fais 2 choses. Je découvre le monde de la nuit, qui est un monde à la fois merveilleux mais très dangereux. Parce que tu rencontres des gens incroyables, mais en même temps c'est très très dangereux parce que tu gagnes beaucoup d'argent très vite. Ok. Et moi j'ai des amis aujourd'hui qui sont encore dans le monde de la nuit qui n'arrivent pas à en sortir parce que quand tu gagnes des 20 000 € par mois en espèces, qu'est-ce que tu veux faire à côté, tu vois? Tu faisais quoi concrètement? C'est quel job? Moi, contrairement à mon associé Ruben Chiche, lui c'était vraiment le taulier de la nuit pendant 10 ans. Ouais. Moi je suis arrivé, je lui ai dit parce que Ruben, mon associé actuel, c'est mon ami d'enfance aussi, et je lui ai dit, Ruben, il faut absolument que je bosse, je dois rembourser mon crédit, là je n'ai pas de rentrée d'argent. Ouais. Et donc il me dit, viens travailler commis avec moi. Commis, c'est un peu le sous-fif du chef de rang. Ok. En fait, je ramassais les déchets, je ramenais le Red Bull, je regardais que le client avait besoin de rien. Quand une personne vomissait, je devais ramasser le vomi, pour te dire un peu le truc. Et chef de rang, c'est quoi? Chef de rang, c'est au-dessus, t'encaisses les clients, tu prends le pourboire. C'est un peu un stade au-dessus, tu vois. D'accord. Donc c'était dans des restos, dans des boîtes? Dans des boîtes de nuit. Dans des boîtes, ok. Boîtes de nuit, les plus grandes boîtes de nuit parisiennes, en fait. Ok. Et en fait, la petite anecdote, j'étais pas encore associé avec Ruben, mais j'étais commis, lui chef de rang, et enfin, il y avait une valeur de l'argent à cette époque. Enfin, j'avais un crédit à rembourser. Quand je gagnais 50 € à la fin de la soirée, j'étais très content.
Et il y a des clients qui arrivent, c'est la pire soirée, il n'y a pas de clients. Il y a des clients qui arrivent, que Ruben connaissait. Les mecs prennent du dompé à toute balle, ils ont une addition de taré à 20 000 euros. Tu te dis le pourlich, il va être cool là. Là, je me dis le pourlich, il va être cool, mais attention, quand t'es commis, souvent, le chef de rang te donne des clopinettes par rapport à ce qu'il touche. Ok. Donc, moi, j'étais juste, je veux faire mon taf. S'il me donne, tant mieux. S'il me donne pas, tant pis. On finit la soirée. Moi, je me dis, je vais gagner mes 100 balles, tu vois, 150 balles s'il est généreux. Et c'était mon pote d'enfance, Ruben. Donc, je me dis, je sais qu'il va être généreux. VS des chefs de rang que je connaissais pas qui me donnaient vraiment des 5 euros en me disant, tiens, tu vas faire ton café parce qu'on rentrait à 6-7 heures du matin. Et il ressort. Je vois, il compte devant moi 3500 euros de tips en une soirée. Et t'inquiète pas qu'il fait la moitié et il me la donne. Ah, putain, hyper cool. Ok. Donc je gagne plus de 1700 euros. J'ai 1700 euros dans les mains. Il me dit tiens, vas-y, on fait moitié-moitié. Et ça m'a quand même choqué. Hein. Et tu vois, comme quoi. Et aujourd'hui, c'est mon associé. Mais il connaissait ma situation. Lui, il roulait pas sur l'or non plus. Hein, c'était le début pour lui. Et c'était assez ouf. Ça, je me suis dit putain, j'ai gagné 1750 euros en 5 heures de travail. Donc la nuit, hyper dangereux. Donc je découvre le monde de la nuit à ce moment-là. En parallèle de mes études, j'arrive le matin, je suis fracassé. Et c'est là où commence mon aventure rad. Parce que pareil, je suis à la recherche de taf. Et je suis au restaurant, j'entends une nana parler. Et j'entends qu'elle parle que son frère va lancer un site internet. Et je me lève de ma chaise et je lui dis, je suis désolé, je t'ai entendu parler, mais j'ai absolument besoin de bosser. Les week-ends, le soir, je me rends disponible. Et elle m'a dit, bah écoute, viens dimanche matin à 9h30 à Bobigny. Et j'ai commencé en parallèle l'aventure rad. Donc, c'est-à-dire que j'avais l'ESG, la nuit et rad en tant que premier employé de chez Rad, parce qu'il lançait l'aventure Rad.co à ce moment-là. Alors, juste avant qu'on explique ce que c'est que Rad, juste pour bien comprendre, dans le monde de la nuit, qu'est-ce que tu trouvais si dangereux en fait? C'était de te dire, c'est hyper prenant et après, du coup, j'ai pas vraiment de skills après, je vais pas pouvoir trouver un métier derrière qui va être aussi bien payé. Est-ce que c'est des trucs très intenses? Comme on imagine dans les clichés, il y a beaucoup de gars qui se droguent et tout pour tenir parce que c'est long de tenir toute une nuit. C'est quoi qui t'a fait peur en gros là-dedans? Alors, c'est pas tant drogué, ça je pourrais pas te le dire parce que je trouve pas que le staff se droguait. Pour le coup, je te parle pas des clients. Hein. Alors, il y a de l'alcool hein, pour tenir, beaucoup se mettent vraiment bien avant de démarrer le service, etc. Donc, il y a de l'alcool. Et en fait, oui, effectivement, c'est la quantité d'argent qui s'y trouve. Les gens dépensent des fortunes dans l'alcool aujourd'hui, dépensent des fortunes en boîte de nuit. Et en fait, le salaire que tu vas avoir à la fin du mois pour 3 soirs travaillés dans la nuit, donc tu vas travailler 3 soirs, tu vas avoir un rythme catastrophique, tu vas avoir une hygiène de vie catastrophique, tu vas finir ton mois à 15 000 euros. Qu'est-ce que tu veux faire derrière? Parce que tu peux pas tenir 30 ans dans ce métier, quoi. C'est un métier que tu fais... non, tu peux. Enfin, j'en connais encore aujourd'hui. Hein. J'ai des personnes en tête, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Et je trouve que pour développer une vie de famille, pour faire d'autres choses, etc., c'est hyper compliqué. En fait, tu t'enfermes dans une bulle. Parce que même tes amis qui ont un rythme normal, moi, mon pote, il m'appelle à 3h du matin, je réponds pas. Je le rappelle à midi, il dort. Et en fait, on ne sait pas au téléphone, tu vois. Et s'il décide de tout arrêter, va trouver un truc qui te ramène 20 000 balles par mois quand tu démarres, même si tu veux monter ta boîte. Je trouve que la barrière, elle est encore plus compliquée quand tu sors de la nuit. Ok. Alors, Rad.co, c'est quoi du coup? Rad.co, écoute, c'est une aventure, si je dis pas de bêtises, qui démarre en 2012 sur Facebook. À la base, c'est vraiment de se dire on va créer des ventes privées éphémères. D'accord. C'est vraiment le concept de base de Rad.co. Ils ont créé un groupe Facebook. Le groupe Facebook a explosé. Donc l'entreprise est née sur Facebook. Et moi, je les rencontre un dimanche à 9h30 du matin et j'arrive. Et en fait, je suis plus décontracté. Va savoir pourquoi. J'avais mon école de commerce. J'avais la nuit et je suis en mode très décontracté. En mode, les gars, j'ai pas... Et là, je suis très honnête. Parce que j'ai pas de CV. Il faut savoir que j'ai jamais fait de CV de ma vie. Je refusais de faire des CV et quand on me demande alors ton CV, j'ai réellement pas de CV. Par contre, je suis déterminé, je suis de confiance et je suis prêt à bosser en fait, je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous. Et les gars, donc il y avait David, Simon, Anthony qui lancent le truc, on est à Bobigny et les gars, je crois que je les séduis de toute façon. Et de toute façon, je me rends bien compte que pas mon métier, mais mon skills à cette époque, c'était vraiment la séduction. Pas dans l'amour, hein, mais je devais séduire les gens parce que j'avais pas assez hard skills, je devais séduire.
Et ils me prennent et ils me disent ok go, et je leur dis voilà, je peux faire du mi-temps, je peux me débrouiller avec mes cours, et en fait je suis pris, et à cette époque-là je fais fiche produit, vraiment un truc bateau, mais je gagne mon argent, et j'accepte de le faire, hein. Et je devais monter des tables. Et pour te dire à quel point je suis en école de commerce, j'aurais pu dire ah non mais les gars, ça fait 2 ans que je suis en école de commerce, je veux un salaire de temps, pas du tout. J'ai pris parce que je misais un peu sur l'avenir en me disant que je suis sûr que déjà je voyais le truc et je sentais que ça pouvait prendre, parce que très digital, parce que bonne vibes, bonne DA, bon truc, je me dis putain, le truc peut prendre, et je me dis que à la longue sur le temps, j'allais vraiment bien m'entendre avec ces gars et qu'ils allaient découvrir peut-être un potentiel chez moi, tu vois. Ok. Et donc voilà, donc je me retrouve avec trois donc l'ESG, la nuit et RAD. Ah, tu continues la nuit à ce moment-là? Ah là, je fais tout. Ok. J'ai pas le choix. Pour rembourser, quoi. Ah, j'ai pas le choix, ouais. En fait, j'ai vraiment pas le choix. Sinon, je dégage de l'école et là, ça devient compliqué, tu vois. Ah oui, c'est en même temps que l'école, ok, d'accord. Mais parce que je me disais, 7000 balles par an à rembourser, si la nuit ça payait bien, tu vois, avec ton pourboire là, il y a ouais, bien sûr. 2-3 pompées qui passent. Ouais, après, la nuit, au départ, je t'ai donné une anecdote, mais au départ, je faisais un soir, tu vois. Ouais. Je faisais le samedi soir. Donc en fait, c'est pas tant évident. Et après, il y a tes dépenses. Tu sais, t'es en école de commerce, tu vas manger entre midi et 2 avec tes potes. Ils gagnent tous bien leur vie. Enfin, ils ont tous de la thune, hein, en école de commerce. Beaucoup, en tout cas, ont de la thune. Ils gagnent pas leur vie, ils ont de la thune, quoi. Ils ont de la thune, pardon, ils ont de la thune. Ouais. Pas tous, mais je fais pas de généralité, mais beaucoup, tu vois. Donc en fait, tu vas bouffer tous les midis, ça part très vite. Ouais. Et toi, tu voulais tenir le rythme, le lifestyle. Je voulais tenir le rythme, etc. Okay. Et puis, fallait pas que je me rate, tu vois. Fallait pas que je me rate. 2 ans se passent, je pars à Barcelone. Ok. En échange. Donc, je pars avec 2 copines à Barcelone. Ça, pour le coup, si je dois, tu sais, c'est bien de dire aussi les choses qui ont été. C'était la plus belle aventure, je pense, de ma vie. C'était les 1 an à Barcelone, où moi, j'ai eu un coup de cœur pour les Catalans. Ok. Voilà, je fais pas de distinction, mais en tout cas, ceux qui étaient dans ma classe à IQEC, pardon, je rentre dans l'équipe de foot, je m'intègre très vite. Et je passe une année extraordinaire. Ton espagnol, c'est pas ton anglais, quoi. T'étais chaud en espagnol? Ah, tout de suite. Ouais. Espagnol, je te vois bien tchatcher en espagnol. Ouais, tout de suite. Je t'imagine chaud, ouais. Tout de suite, l'espagnol. Pas le catalan, mais l'espagnol tout de suite. Et en fait, du coup, je m'intègre très vite. Alors, le problème, c'est que je devais arrêter la nuit. Et RAD, c'était trop compliqué, tu vois. Je leur ai dit, je suis à l'étranger. Je l'ai dépanné sur le service client. Je me rappelle, à l'époque, j'étais sur... Paspendesk, attends, je vais te dire comment ça s'appelait. Bon, je me souviens plus du nom, mais en fait, je faisais le service client de chez RAD à l'étranger. D'accord. Et en fait, je gérais des tickets et je les dépannais un peu. Ça me faisait un peu de revenus, mais ça me suffisait pas pour vivre. Ok. Et c'est à cette époque-là où vraiment, pour le coup, c'était la vraie dèche. Et mes potes venaient. Donc, je demandais à mes potes des Western Union pour leur dire, c'était à coût de 70 €. Hein. Okay. Tu peux m'envoyer 70 €. Je suis en galère. Et j'ai fait tous mes potes, tu vois. Et en fait, Samuel Skalowski, mon associé actuel, qui était vraiment mon meilleur pote de l'époque, hein, avec Ruben Nathan aussi, venait me rendre visite sous prétexte lui, c'est ce qu'il disait à ses parents, sous prétexte qu'on allait développer des projets entrepreneuriaux. Ok. Et là, s'ensuit une dizaine de projets catastrophiques. Et je te passe, hein, c'était de la photo 3D. Ça, c'était notre idée, on pensait qu'on allait faire fortune avec. Et on a réussi à faire un prototype, d'ailleurs. C'était des photos en 3D. En fait, tu mettais la photo et elle était en 3D. Et nous, on s'est dit, on va vendre ça dans tous les hôtels. Ça va être un truc de dingue. Et il venait. J'étais sur ses côtes pendant 2-3 semaines. Franchement, c'était ouf. Et je le remercie encore. Mais les projets qu'on démarrait, on n'avait pas la structure, on n'avait pas la rigueur, on n'avait rien. Et du coup, à chaque fois... C'est là que tu vois que c'est pas juste l'idée, parce que la photo 3D, c'est une bonne idée sur le papier. Non, c'était surtout pas. C'était juste l'exécution. Tu te rends compte de l'importance de l'exécution. Et en fait, je rentre de Barcelone. C'est de plus en plus dur pour moi de payer mon crédit. Et en fait, à tel point qu'au moment, tu sais, où ils t'appellent en école de commerce, ils t'appellent pour les diplômes, etc. Moi, ils ne m'appellent pas parce que j'étais en défaut de paiement. Okay. Je le prends hyper mal. Et je dis, je me barre. Et en fait, où je peux me barrer, je vais pas aller dans la nuit, ça c'est certain. Et je me barre chez RAD. D'accord. En temps plein. D'accord. Donc là, t'es pas diplômé, quoi. Je suis pas diplômé. Tous mes copains me disent, mais t'es con, quoi. T'as fait le plus dur. T'as dépensé je sais pas combien. Rub, s'il te plaît, fais au moins 1 an. Tu vois, il te manque une année. Au moins, t'as ta 4e année, t'es diplômé.
Et en fait, je sais pas ce que j'avais dans la tête, mais j'ai dit non, mais je suis certain, c'est certain que je fais pas une année de plus. C'est l'ego espagnol, ça, c'est l'ego catalan. Peut-être, franchement, peut-être. En tout cas, je rejoins Rad. Rad, ça va être grave, on s'était développé à mort. Ouais. Et là, jusqu'en 2016, du coup, je fais des années assez folles chez Rad. Et toi, ils te font bien step up, quoi. Tu te dis au début, tu montais l'étape, quoi. Ils se rendent compte de ta valeur. Niveau salaire, ça a été très dur. Ouais. Mais je me bagarrais comme si c'était ma boîte. C'est-à-dire qu'en fait, je dormais Rad, je me réveillais Rad, je mangeais Rad. C'était ma boîte, en fait. Ouais. Et du coup, je pense que j'ai jamais appris. En fait, on a levé 2 millions, 10 millions. En fait, j'ai tout connu. J'ai connu l'ascension, j'ai connu l'influence chez Rad. C'était les premiers à faire de l'influence avec Daniel Wellington à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez. Daniel Wellington les montre, les codes promo, c'est sûr que tu t'en souviens. Ils ont inondé Instagram pendant 2-3 ans. Et les premiers à faire du code promo, c'était eux et nous. Et moi, à cette époque, je gérais ces fameux codes promo. C'était le début de l'influence, la fin du blogging, le début d'Instagram. Et mes codes promo généraient plus de 300 000 € par mois. Ok. Et là, Anthony me dit, OK, on a craqué un truc. Et avant ça, j'avais fait de la logistique, du service client, comme je t'ai dit, des fiches produits. Et là, quand je touche à l'influence, Anthony me dit, ah ouais, OK, c'est bon, il y a un truc de ouf. Je donnais un suite à une influenceuse à 19,90 qui leur coûtait 4 €. Et elle générait plus de 50 000 € de vente derrière. Ouais, c'est un délire. Et là, il s'est dit, OK, il y a un truc. Et là, je me suis mis à gérer le pôle influence pendant, si je dis pas de bêtises, 3 ans, je crois. Ouais, ça a duré 3 ans. Où je gérais 8 personnes, tu vois. Et juste, du coup, ça permet de faire la précision, de la distinction entre influenceurs et créateurs de contenu, parce qu'à cette époque-là, les créateurs de contenu n'existent pas, quoi, ou quasiment Non, pas. Quasiment pas. Donc les influenceurs ou influenceuses, c'est quoi? C'est des gens qui viennent de la télé, c'est des gens qui sont des stars, des artistes, quoi. Alors, tu sais, ouais, effectivement, je disais dans un dernier podcast, je disais que en fait, les influenceurs viennent de télé. En fait, ça veut rien dire déjà. Influenceur, c'est un verbe. C'est une conséquence. C'est une action, quoi. ouais. En fait, voilà, c'est ça. C'est qu'on va dire que les influenceurs, ils captent l'attention et les créateurs de contenu, ils vont en créer quelque chose, ils vont créer de la valeur. Ouais. En fait, si on part du principe qu'influenceur, même si c'est pas ma définition, c'est quand tu as une grosse communauté. Moi, je dis que en fait, un influenceur, il va réussir à influencer une communauté, mais à travers des actions complètement cons, des fois, tu vois, ou à travers rien du tout, à travers une photo, sans forcément créer du contenu. Et un créateur de contenu, il va prendre cette audience et il va en créer de la valeur, en fait. Voilà. Donc pour moi, en fait, on est tous influenceurs, mais l'influence, c'est vraiment la conséquence de quelque chose. Tu vas influencer ou pas. Tu vas influencer, toi, à ton échelle, moi, à mon échelle. Créateur de contenu, c'est autre chose, c'est une autre démarche. Ça demande beaucoup plus de skills parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a des influenceurs qui se sont retrouvés avec une audience complètement folle, une communauté complètement folle, sans forcément avoir eu à créer des contenus de dingue. Et ça vient de quoi, en fait? C'est parce qu'ils se sont fait connaître sur la télé? C'est le bon moment, c'est la bonne plateforme, le bon canal. Effectivement, moi, tu sais, je faisais le jeu avec mes potes à l'époque parce que pour faire ça, j'étais quand même un fan absolu de tout cet écosystème. Je regardais les Miss France à l'époque. Ouais. Et en fait, je regardais en live mon téléphone. Et en fait, c'est tout simplement un trafic de télé qui vient sur ton téléphone. Ouais. Et c'était des personnes qui gagnaient plus de 100 000, 200 000, etc. à l'époque. Surtout à l'époque. C'était assez dingue à quel point tu pouvais prendre énormément d'abonnés juste avec un passage télé, tu vois. C'est d'ailleurs, petite digression, mais c'est très dur pour les Miss France parce qu'en fait, elles se prennent un énorme shot de visibilité pendant 1 an. Et après, t'es plus la Miss France, quoi. Il y en a une nouvelle, quoi. Donc, la prod de TF1 et tout leur met des psys à disposition pour les suivre avant, pendant et après, quoi. Obligatoire. Et pour l'anecdote, alors là, je fais un énorme pas en avant, on reviendra, mais moi, les premiers créateurs de contenu follow, on va dire les premiers influenceurs, parce qu'à l'époque, on va dire que c'était des influenceurs, même s'ils créaient déjà du contenu sur YouTube à l'époque. Mec, moi, il venait me voir et il me disait en tremblant, Ruben, je veux plus mon téléphone. Et je regardais le téléphone, je vois 350 appels en absence, je vois 50 messages, le téléphone sonne, je décroche. Oui, bonjour, c'est l'avocat de... Le mec, il a 15 ans. Et je dis, mais ces gosses, ils tiendront pas. Ces gosses, ils tiendront jamais.
Et en fait, si tu veux, c'est là où on s'est dit, je fais un pas en avant énorme, mais on s'est dit, en fait, c'est dangereux. Ouais. À l'époque, c'était très, très dangereux pour ces jeunes. C'est dangereux, ils ont besoin d'accompagnement. Ouais, exactement. Alors, on y arrive. Mais donc, du coup, ok, Radco, donc, tu commences à te dire, il y a un vrai business autour de l'influence. Comme je t'ai dit, on lève 2 millions, 10 millions, le truc marche. C'est encore un autre modèle complètement que Follow, parce qu'on n'est pas sur de la rentabilité pure, on est sur de la croissance. Les fonds te font confiance. D'ailleurs, on bascule de modèle, on était en vente privée et là, on faisait des produits à la demande, sweatshirt à la demande. Et à partir de là, comme je t'ai dit, comme je pensais que c'était ma boîte, on développe des partenariats complètement dingues. Avec Madame Figaro, avec Enjoy Phoenix. Ok. À l'époque, je pense qu'on était la première collaboration avec elle, avec Maya Adorable j'ai oublié, et Clara Martz. Okay. Et on fait des collections capsules, tu vois, à cette époque-là, qui cartonnent. Code promo, collection capsule, Jimmy Labeu, Gaël Garcia, enfin vraiment, on rencontre un tas et je rentre en contact avec un tas de créateurs de contenu. On fait une collab avec Evian, on fait des suites oversize avec Evian, enfin vraiment avec Burger King. Ouais. Donc en fait, il n'y avait pas de limite dans notre création, moi ça me passionnait. J'étais comme un dingue avec David, il s'en souviendra, on créait des collections en moins d'1 heure, donc vraiment tout via Photoshop. Ouais. On les mettait en ligne et on faisait des chiffres d'affaires complètement hallucinants. Parce qu'on les fabriquait le soir même, en fait. Dès qu'il y avait de la vente, on fabriquait. Et ça a été un succès dingue. Je me rends compte de la puissance de l'influence en France, mais aussi à l'international, puisqu'on fait des collaborations avec Kylie Jenner, avec Kendall Jenner. Et encore une fois, je te le répète, j'étais à l'initiative de ce genre de choses. Ce n'est pas ma boîte. À l'époque, Kylie Jenner, je me souviens, on avait payé 150 000 balles pour 2 postes. Ah ouais. Mais c'était complètement dingue. Et moi, et des fois, je me disais, mais pourquoi je me prends la tête à mettre une pression? Parce que j'avais la pression derrière. Ouais. Il fallait voir les rushs, le moment où elle t'envoie la photo, que la photo, elle n'est pas validée, qu'on voit mal le sweat. Elle avait un sweat peanut butter. Je crois qu'il est encore sur son compte. Et c'est des anecdotes complètement dingues qui m'ont fait prendre conscience quand même de l'influence. Et pour justement te raconter la petite histoire, donc Kylie Jenner explose le site, quoi, tu vois, enfin, on fait un carton plein, on est connu à l'international, là on prend une autre dimension, tu vois. Et toi, t'as pas d'upside financier, parce que j'ai l'impression que dans cette histoire, t'as que le downside, quoi. C'est-à-dire que t'as des guns short à temps. Pas 1 euro. Ok, c'est un délire ça. Et David, s'il écoute ce podcast, il s'en souviendra, je me plaignais tous les jours chez lui. Ok. Mais il me voyait, c'est pas parce que je me plaignais que je foutais rien, en fait, je me plaignais. Ouais. En fait, c'est pas tant que je me plaignais, mais je savais qu'il fallait que je fasse ma vente, tu vois. Il fallait quand même que je me vende à un moment donné. Je me dis, mais je peux pas gagner 2000 euros par mois pour ce que je fais et la valeur que je ramène. Et surtout que moi, cette logique, je l'ai compris. Il faut donner avant de recevoir. C'est important. Je pense que quand t'es un employé, il faut que tu te donnes, fais tes preuves. Et après, si tu as des bons employés, des bons employeurs, pardon, ils vont te rendre. Oh, mais là, c'était le cas. Là, t'avais apporté énormément de valeur, quoi. C'est ça. Ouais. Et en fait, j'avais pas encore le retour. Et jusqu'à qu'on arrive à ce moment crucial où je pense que ça a été le Graal de Follow, c'est de faire. C'est le plus gros défi où je me suis dit, on est une marque streetwear, on devient de plus en plus connu. Et on va faire le pari complètement dingue de faire une collection capsule. Ok, sur Radco toujours. Sur Radco. Ouais, ok. Avec le plus grand rappeur de l'époque et la plus grande actrice de l'époque. Là, tu me chauffes, là. Ouais. Je suis un grand fan de Nekfeu, moi. Bah voilà. Et en fait, et en plus, à l'époque, mec, c'était vraiment son pic. Tu vois, c'était son pic. Il faisait dans le métro, il y avait du feu partout. Ok. Et sauf qu'on ne connaît pas Nekfeu. Et moi, Adèle était une pote à moi. Alors, c'était pas encore ma meilleure pote. Aujourd'hui, c'est une de mes meilleures potes. Mais à l'époque, c'était une pote à moi. Mais voilà, c'était une pote à moi. Et comment on va réussir ce pari dingue? Et en fait, je parle de cette idée à mon PDG. Et quand je lui en parle, il avait pas de sensibilité mode. Et pour lui, il disait go, quoi. Et moi, ça m'excitait de le faire. David aussi. Et donc, je dis, OK, on y va. Je vais voir Adèle. Elle était ambassadrice Vuitton à l'époque, Louis Vuitton. Okay. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Il y a Nekfeu qui est chaud. Il était évidemment pas chaud. Je lui avais pas parlé. Nekfeu est chaud. On peut faire un truc de dingue. En plus, elle est hyper nature. Donc, en fait, tout ce qui est strass, paillettes et tout, c'est pas son monde à la base. Ouais. Donc, si on lui donne l'opportunité de faire un truc un peu street, c'était son rêve. Et donc là, je lui donne cette opportunité-là. Et je lui dis, tu vas faire ton sweat, tu vas faire ton t-shirt, tu vas faire ton bombers à l'effigie de ce que tu veux. On crée la collection ensemble. Ok. Elle me dit, Nekfeu, il est chaud? Je dis ouais. Elle me dit go. Et là,
comment on va faire pour avoir Necfeu. Et c'est là où l'histoire follow en fait commence un peu, parce que j'appelle Nathan, j'appelle Ruben, et je sais qu'ils avaient des contacts, d'un contact et d'un contact, et voilà, en fait c'est que ça. Et on arrive à faire un resto avec Necfeu. Et on fait ce resto avec Necfeu. Et on lui dit, mec, Adèle, elle est bouillante. Vous deux et Necfeu, comme ça, à 3 tranquilles. Ouais, exact. C'est où? On était à Bastille. Et d'ailleurs, je me rappelle, il avait 1 heure de retard. Il faisait tout à pied. Mais comment lui, il peut se mettre dans un resto? Enfin, c'était impossible à l'époque, non? Casquette. Bah, je t'ai dit, il est venu à pied. Déjà. Il est venu à pied. Bon, il faisait un peu nuit, mais il a eu 1 heure de retard parce qu'il se faisait... Il m'a dit, mec, je suis désolé et tout. Enfin, je me suis fait attraper 15aine de fois. Je lui dis, mec, c'est normal, t'es une superstar, donc à un moment donné. Et on lui raconte le projet, il me dit bouillant. Et en fait, je revenais pas. Quand ça tombe bien parce que. Ah ouais, non, mais quand il me dit ça, je dis, wow, c'est un délire. Et on réussit à mettre en place la collection capsule Adèle Necfeu. Les 2 sont grecs, les 2 sont jeunes, les 2 sont cool. Et là, on explose tout, quoi. On fait un film de malade. Et on fait un truc de dingue qui fait des millions de ventes. Et en fait, ça a été ma première expérience de travail avec Nathan, Sam et Ruben. Qui sont aujourd'hui mes associés. Exactement. Et c'est là où on se rend compte après ça que moi, je suis plus, on va dire que je suis plus aligné. Je vais voir mon PDG, je lui dis, Anthony, il faut qu'on fasse un truc autour des créateurs de contenu, on fasse un petit club rad. Il me dit, retourne à tes codes promo, ça marche très bien, continue. Et c'est là où je décide de me barrer avec des BSPCE, parce qu'à la fin, il m'avait donné des BSPCE. Et puis voilà. Et puis on lance, au bout de 2-3 discussions avec Nathan, Ruben et Sam, on décide de lancer Follow. Donc Nathan, Ruben et Sam, c'est des potes à la base. C'est ça, c'est des bons amis à toi avec lesquels tu vas discuter. Meilleurs amis d'enfance. Meilleurs amis d'enfance, ok. Ouais. Sur lesquels Nathan et Ruben, on s'était un peu perdus de vue. Samuel, non, parce qu'il bossait chez Rad. Lui, il bossait avec moi. On était H24 ensemble. Et on était en coloc en plus ensemble. Et Nathan et Ruben, ils avaient monté leur marque de chapeau qui s'appelait Don Paris. Eux ont connu l'influence grâce à Justin Bieber. Ils avaient réussi à mettre un chapeau dans sa loge. Et en fait, si tu veux, voilà, on s'est matché avec Necfeu. En tout cas, nos parcours pros se sont rapprochés avec Necfeu, où on a fait ce truc-là ensemble. Et derrière, on s'est dit, putain, mais les gars, c'est dingue ce qu'on a créé. En fait, d'une idée folle, on a réussi à créer un truc qui existe. On s'est retrouvé à la une de Vogue, de Grazia, du Elle. On a fait la collab de l'année, réellement. Donc, tu t'associes donc avec tes meilleurs potes. C'est à ce moment-là, enfin, il se passe quoi? Là, il se passe des réunions. Faut vraiment pas que les gens pensent qu'on était en costume cravate avec des tableaux Excel. On est en chaussettes, caleçons, sur des canapés en disant, mais vous pensez vraiment que les marques, elles vont dépenser plus de 5 000 € pour travailler avec des influenceurs? Et je me souviens, Nathan, il disait, mais c'est pas possible, je vois pas comment une marque, elle va dépenser 5 000 €. Et on avait ce genre de débat, tu vois. Je dis, mais si, franchement, regarde, là, je leur montrais un peu ce que je faisais avec Rad. Et on décide de se dire, ok, il y avait Ruben qui était donc et chez Don et dans la nuit, Samuel qui avait déjà quitté Rad et qui était bouillant, et les 4, on se dit, vas-y, on teste, on met 2000 € chacun, 1750 € exactement, je crois. On avait 3 ordinateurs pour 4, et on prend un local à Vincennes de 15 mètres carrés, et on se dit, on démarre, tu vois, on démarre, on verra bien, tu vois. Et on démarre comme ça, Follow. Et pour l'anecdote, le premier talent, c'est Paola Locatelli, qui avait genre 20 000 abonnés à l'époque. Et en fait, moi, elle m'avait marqué parce qu'elle était rentrée chez Rad pour faire un suite. Et je voyais le potentiel parce que quand on fait le rendez-vous, elle est avec son père et elle, je vois la manière qu'elle a de s'exprimer. J'avais regardé un peu sur YouTube, elle avait déjà fait des vidéos. Elle s'était filmée, elle avait monté à 12 ans. Elle était drôle. Je dis, mais il y a un potentiel de dingue avec cette jeune fille. Et je dis à son père, je dis à Patrice, il faut absolument qu'on fasse un rendez-vous avec mes associés. On fait ce rendez-vous. On lui explique de la manière dont on va l'accompagner parce que les parents comprennent rien à l'époque. Ils ne comprennent pas le projet. Et nous, on devait juste paraître extrêmement sérieux, extrêmement carré, sûr de ce qu'on faisait alors qu'on n'en avait aucune idée. Pour rassurer les parents, quoi. Pour rassurer. Là, c'était du commerce. Fallait assurer, fallait montrer qu'on allait être, et c'était le cas. Je pense qu'on avait ce truc-là que les gens décelaient, c'était une bienveillance absolue. Parce qu'on voulait vraiment le bien pour le coup. On n'était pas en mode businessman, on va faire du fric. Non, là, notre message auprès des parents, c'était de dire, faut vraiment les encadrer là. Ils vont faire n'importe quoi et ça va pas être bon. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Et tu dirais que c'est un skill que tu as de déceler un peu les futurs talents, les potentiels et tout ça? Non, ça serait mentir de... Alors aujourd'hui peut-être, ouais. Mais c'est le métier en fait, c'est l'expérience. Avoir un skills, c'est pas un truc inné que tu découvres et tu dis il va marcher ou pas. Ouais. C'est avec des années de répétition et des années de scrolling, de scrollage, où tu te dis il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc chez elle parce qu'il y a des... Tu captes des trucs que tu n'aurais peut-être pas capté il y a 8 ans. Et donc ouais, en fait, Paola, pour le coup, mais c'est comme Maya qui est la deuxième, alors je vais dire première ex aequo parce que sinon elle va me saouler, mais c'était la première. Pareil, Maya, elle était ultra drôle pour son âge. Ultra drôle. Et en fait, elle était hyper régulière et tu sentais que c'était une démarche qui était quand même assez sérieuse. Et pareil, là où Judith, la maman, comprenait pas. C'était un monde, personne pouvait les accompagner, ces gamins-là. Ouais. Donc c'est une éloquence, un charisme, une maturité, c'est ce genre de choses que tu essaies de déceler assez tôt. Ouais, exactement. Et il faut vraiment se rendre compte, essayer de vous rendre compte qu'à l'époque, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'était x15. C'était à l'époque de la Vidéo City, etc. Moi, je me suis fait arracher mon t-shirt plusieurs fois parce que quand tu sortais dans la rue avec ces jeunes-là, c'était un carnage. On a du mal à y croire aujourd'hui, mais c'était un carnage à quel point les jeunes devenaient fous quand ils voyaient ces créateurs-là, tu vois. Même 20 000 abonnés, c'était une folie. Ouais, c'était une folie. Maya Adorable, c'était complètement dingue. On faisait des pop-up avec Rad, des meet-up, pardon. J'avais organisé un meet-up avec Rad à Châtelet. Je sais pas, il y avait 600 personnes qui attendaient devant. Il était 7h du matin un dimanche. Et je sors de là et je dis, mais attends, mais c'est quoi Je lui dis, Maya, tu te rends compte que les gens viennent te voir à 7h du matin un dimanche? Ouais. Et elle disait, ouais, j'avoue. Et quand elle sortait montrer sa tête, tu vois les jeunes gamins qui étaient en cris, en pleurs, tu vois. Ouais. Forcément, ça te donne quand même des insights sur, tu te dis, il y a un marché. Ouais. Enfin, tu t'adresses à des gens qui ont un téléphone collé dans la main. Ils sont nés avec un téléphone, avec un smartphone. Ils postent sur les réseaux. Forcément, il va se passer quelque chose. On savait pas trop quoi, mais on savait qu'il allait se passer quelque chose de complètement fou. Donc à ce moment-là, tu signes tes premiers talents. Donc, c'est quoi le deal un peu que tu leur proposes? Ils sont en exclusivité chez toi? Ouais. On n'avait pas de modèle. On avait, et je le répète, pas fait d'études. J'étais celui qui a fait le plus d'études. Ouais. Ruben et Nathan, je crois qu'il y en a un qui a même pas eu son bac. Enfin, c'était un peu l'école de la rue, sans faire les Kaira. Ruben dans la nuit, tu vois. Mais encore une fois, ça te développe des skills assez surprenantes. Ouais. En tout cas, qu'on fait un cocktail qui a bien marché, tu vois. Et en fait, on n'a pas fait d'études. On n'avait pas de modèle. Il y avait de l'influence de télé-réalité. On savait exactement que c'est ce qu'on ne voulait pas faire. Déjà, ça, c'était quelque chose... on avait un anti-modèle. On savait qu'on ne voulait pas aller là-dedans. Au contraire, nous, on voulait vers une exclusivité, 100%. Un pourcentage fixe, une transparence absolue, c'était 30%. Et en fait, si tu veux, on se disait... Ok, on va être 100% transparent avec eux. On va les encadrer niveau juridique, niveau administration, niveau commercial. Et s'il y a du trafic, on va tout gérer pour eux. On va faire en sorte qu'ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire créer des vidéos. À ce moment-là, donc on est quoi, en 2016, c'est ça? Ouais, 2016-2017. 2016-2017, ouais. C'est quoi le paysage un peu des agences d'influence en France? Il y a Webedia déjà à l'époque, mais il n'y a pas quasiment rien, non? Franchement, pour être très honnête, quasiment rien. Effectivement, il y a Webedia, mais limite, Webedia, on le sort de nos compétiteurs parce qu'en fait, c'était autre chose. En fait, c'est de l'AdSense, eux, sur YouTube, où ils monétisaient des chaînes. Ils avaient des très gros YouTubeurs. On n'était même pas sur ce créneau-là, nous. Hein. Nous, c'était vraiment, on va dire, à la base, même si on avait des YouTubeurs, c'était création de contenu Instagram. On va vous accompagner sur... en fait, on a, je pense, été les premiers à aller aussi loin dans la démarche d'accompagnement, tu vois. Et avec toujours cette bienveillance en disant, on va vous protéger, on va vous accompagner, on va essayer de vous amener le plus loin possible. Je pense qu'on a réussi à faire transpirer notre ambition. Ils ont vu en nous une ambition de dingue. Et de se dire qu'avec nous, en plus on était 4 mecs, tu vois, avec nous, vous allez être protégés et vous allez aller loin parce qu'on connaît des gens, on a les bons contacts, on sait ce qu'il faut faire pour vous amener le plus loin possible. Alors, quels vont être un peu les premiers milestones, les premiers moments où tu vas te dire, OK, là ça commence à marcher donc, Ah non, premier milestone, non, c'est premier mail du premier client qui dit, et d'ailleurs on le met dans notre film des 5 ans, c'est la pire campagne que j'ai faite de ma vie. Follow n'ira jamais loin. Écrit noir sur blanc en mail. Okay. C'est catastrophique ce que vous faites. Vous allez déposer le bilan dans 2 mois.
On t'avoue. Écoute, premier deal, je te donnerai pas le nom du client, mais premier deal, le mec avait une vision ultra héroïste. Ouais. Nous, on fait une collab avec une fille, il avait des objectifs, on dit ok, on va tout faire pour atteindre ces objectifs. Il devait vendre 150 boîtes, c'était des boîtes de bijoux, et la nana, elle en vend 45, et on se fait défoncer, quoi. Et là, on se regarde les trois, on se dit est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on a bien fait de tout plaquer? Est-ce que on n'a pas été un peu loin? Est-ce que là, si t'as pas tes associés, t'es mort. Okay, alors je précise juste pour ceux qui connaissent pas, mais ROIs, donc ça vient de return on equity, quoi, s'assurer que ton investissement ait des retours directement sur cette collab-là. Alors que bon, l'influence, la publicité, on sait, c'est hyper compliqué. Il peut y avoir plein de touch points. Tu peux voir une pub dans le métro, puis voir un truc sur ton téléphone. Peut-être que tu as vu sur ton téléphone la collab, et c'est après de chez toi que tu vas aller sur le site, et donc ça va pas être traqué et tout ça, quoi. Mais donc c'est ce qu'on essaye. Enfin, aujourd'hui, on l'explique plus. Les gens l'ont plus ou moins compris, ça, tu vois, avec le temps, avec 10 ans. Mais au départ. Lui voulait vendre ses boîtes. Nous, on avait peut-être un commercial un peu agressif. C'était les premiers clients, donc on était en mode ça a super bien marché. Moi, j'avais mon expérience de Sierra que ça cartonnait, et je disais à mes associés, vous inquiétez pas et tout. Et en fait, catastrophe. Et donc, suite à ça, on se prend quand même une belle claque. Ouais. On continue de signer des talents parce qu'il y avait quand même de l'inbound. On gérait leur boîte mail, donc il y avait pas mal de demandes entrantes. Parce que tes talents étaient contents, en fait. Donc, il y avait un bouche à oreille positif entre les talents. Mes talents étaient... Okay. En fait, la partie talent, et ça, je le dois beaucoup à Anya et Nathan, c'était réglé comme une horloge. Vraiment, enfin, du papier à musique. Ils avaient réussi, et encore aujourd'hui, parce que ça fait longtemps qu'ils ont réussi à le mettre en place. Pour le coup, on a été très vite un modèle, sur toutes les agences d'influence qui sont créées, un modèle de management 3.0 qui était avec une exécution parfaite. Okay. Où le talent qui venait chez nous, on avait un taux de satisfaction de vraiment, je peux pas te dire 100% parce qu'on a des talents qui sont partis forcément, et gérer des humains, ça diverge tout le temps, tu vois, mais on avait 95% de taux de satisfaction. Une Paola, une Maya, enfin les talents qu'on accompagne depuis 2016 sont encore chez nous aujourd'hui et sont passés de 20 000 à 3 millions d'abonnés. Ouais. Donc en fait, ascension fulgurante, ça fait près de 3-4 ans que Paola, Maya, c'est des superstars. Et il y en a d'autres, il y a des Carla Ginola, il y a des... Enfin, j'en cite... Aujourd'hui, on a, avec le rachat de Made In, je te raconterai après, on a 80 talents en exclusivité. On a quand même des petits jeunes qui étaient jeunes et qui ont explosé et qui sont toujours chez nous. Ça, c'est une grosse satisfaction. Alors, il faut que tu m'expliques ce que fait le bon agent. Moi, je vais te décrire le mauvais agent. Ouais. Le mauvais agent, il reçoit des mails, il répond aux mails. Tu vois, il répond au flux entrant et il prospecte pas plus que ça et ça. Et parfois, d'ailleurs, il zappe des mails, quoi. Qu'est-ce que vous faisiez, vous? Et il te prend 20, 25, 30% de gain pour ça, quoi. En fait, si tu veux, donc à l'époque, c'était que cette partie agent. On n'avait pas cette partie conseil qu'on a développée par la suite. À l'époque, on s'est dit, OK, c'est un nouveau métier. Comment est-ce qu'on va l'encadrer? Donc, on prenait les modèles de chanteurs, d'acteurs, etc. C'était d'autres choses encore. Il fallait avoir des compétences quand même. Il fallait connaître le digital, il fallait connaître les réseaux, il fallait connaître les plateformes. Et ce qu'on faisait, effectivement, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est plus de 40 dans le pôle management, ce qui est quand même énorme. Aujourd'hui, il y a près de 4 personnes pour près de 4 talents. C'est assez dingue comme dispositif. Avant, ce qu'on faisait, c'était qu'on se disait aux talents, OK, tu vas te concentrer sur tes contenus, tu vas essayer d'être régulier. Donc, on essayait de mettre en place un calendrier. Pour la plupart, ils n'avaient pas Google Agenda, tu vois. On leur mettait Google Agenda. On leur mettait des réveils, en fait, si tu veux, pour justement préparer leur travail. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment... À l'époque, ils étaient jeunes. Beaucoup d'organisations, on se calquait sur leur agenda. On essayait de faire le lien entre eux, les parents, et les marques. Et en fait, on avait un métier vraiment pédagogique à cette époque, où on devait être paraître le plus sérieux possible auprès des marques, et évidemment auprès des parents, mais ça, on avait déjà fait le travail, et se dire, et expliquer aux marques comment travaille le talent. C'était pas évident parce que les marques, c'était tout nouveau. Les marques ne comprenaient pas quand elles dépensaient 1 500 € pour un contenu d'un créateur, elles ne savaient pas ce qui allait se passer. Et nous, on essayait de faire ce travail pédagogique. Et donc, que ça soit la contractualisation, le commerce, l'ADA, on allait accompagner le talent sur tout le processus, tout le processus de la collaboration. Et donc là, une Paola Locatelli, là où elle se disait, en fait, j'aurais dû, moi, mettre mon appareil photo, me mettre sur un fond vert, prendre les bijoux, aller les chercher, ou prendre la marque, aller... Là, aujourd'hui, c'est géré. Et en fait, il y a des personnes autour de moi qui vont faire ça et qui vont me conseiller sur comment mettre le produit en avant de la meilleure des manières pour qu'il y ait un retour
côté marque. Ok. C'est aussi comme ça qu'on justifie notre commission, aussi bien pour la marque que pour le talent. La marque se disait, je suis hyper rassuré parce que la petite gamine, elle est entourée par des professionnels et des experts qui comprennent les enjeux qu'elle ne comprendra pas. Et ils vont l'entourer pour qu'elle soit à l'heure, pour qu'elle soit sérieuse et pour que le rendu final soit quand même de qualité. Ok. Mais donc vous fournissez des équipes de prod ouais. C'est un vidéaste un peu qui conçoit Complètement. un peu le truc. En fait, on avait investi, tu vois, nous, nos 30%, on était très fiers d'en parler parce que d'ailleurs, beaucoup nous disaient, ils sont chers, c'est l'agence la plus chère, etc. D'ailleurs, ceux qui n'étaient pas à ce pourcentage-là, pour l'anecdote, aujourd'hui, sont morts, en fait. Ils n'existent plus, ils ont déposé. Et nous, ces 30%, on les justifie en disant qu'il y a plus de la moitié qui va être investi. Donc, ça nous permettait de prendre une équipe de prod, de prendre un make-up quand il fallait prendre un make-up, de prendre ce qu'il fallait pour que la collaboration soit le plus réussie possible. Là où un talent seul, sur une collaboration à 10 000 balles, il aurait pris 10 000 balles dans sa poche. En fait, il n'aurait pas réussi à jauger l'investissement qu'il fallait mettre pour réaliser son contenu. En fait, c'est pas évident. Ouais. Et quand tu prends 30%, c'est 30% de tout. Et après, toi, tu as des coûts sur tes 30%. C'est pas 30% du cachet d'influence. Enfin, dans ton devis, tu distingues pas les coûts de prod du cachet d'influence. Alors, à l'époque, on avait que le management. Ouais. Donc, à l'époque, c'était 30% du cachet d'influence. Ok. Et d'ailleurs, même ce qu'on disait, nous, à l'annonceur, ce qui est vrai, c'est qu'on ne vient pas rajouter 30%. Non, nous, notre commerce, c'était au niveau des talents en disant on va vous prendre 30% sur votre cut à vous. Ça ne va pas coûter plus cher à l'annonceur, sinon il ne s'y retrouvera pas. Vous, ça vous coûtera sur votre cut, mais par contre, on va essayer, grâce à notre commerce, de vous amener plus de business, donc vous n'allez pas les sentir. D'accord. C'était ça la promesse. Et donc voilà, et en fait, tu vois, on se développe niveau talent, ça se passe bien. Côté marque, on est un peu en dents de scie et on essaie de trouver notre équilibre. Et en fait, si tu veux, on se rend bien compte de... On a eu beaucoup de chance parce qu'on est dans la vague, tu vois. On est vraiment dans la vague et on surfe sur l'explosion des réseaux sociaux. Ouais, ça. Et en fait, on passe de 3 talents à 4 talents, à 10 talents, à 20 talents, à 30 talents. Forcément, quand tu as 30 talents, bah, tu gères de plus en plus de boîtes mail, de plus en plus d'entrants. Si l'entrant, tu le gères bien et que tu es bon, bah, tu fidélises tes clients. Tu vas les chercher, tu déjeunes avec eux, tu dînes avec eux, tu fais en sorte qu'il y ait des collaborations sur le plus long terme. Et là, tu arrives à fidéliser des clients et tu arrives à créer un écosystème en fait, de clients, talents, qui fonctionne en fait, tout simplement. Est-ce que tu peux te permettre d'investir un peu sur un talent? Je sais pas, tu l'aides à faire un contenu qui va te coûter pas mal en te disant, bah, du coup, il va être plus, bankable, tu vois, et il va te rapporter un peu plus. Je sais qu'il y a des agences qui le faisaient à un moment, style Webedia. Bien sûr. Et après, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce qui est compliqué pour les agences, c'est que les talents peuvent se barrer du jour au lendemain. Donc, tu peux avoir investi sur un talent qui après te claque la porte à la gueule. Non, nous, on n'a jamais eu cette démarche-là, de se dire, on va faire un très gros concept. On le faisait pour follow, en propre. Et on intégrait nos talents dedans. C'est-à-dire qu'on a beaucoup investi sur le Festival de Cannes, où on a été la première, et la Fashion Week, on a été la première agence, et j'ai pas peur de le dire, parce qu'aujourd'hui, je vois énormément d'agences d'ailleurs faire exactement pareil. Mais c'est une satisfaction pour moi qui est énorme de se dire, putain, on est copié. C'est vraiment, et pour le coup, je le dis pas avec ironie, c'est une satisfaction de ouf. Ça veut dire que on a été les premiers à tu vois, ouvrir la voie et à faire un truc qui est cool et qui marche. Quand tu vois d'autres agences d'influence le faire, je me dis, putain, c'est cool, c'est une fierté. On a beaucoup investi sur le Festival de Cannes. On a été les premiers à faire une maison follow. En se disant, écoute, on va mettre 30 000 balles dans une maison qu'on va brander. On va chercher des annonceurs. On va leur faire des endroits dans la maison. On va raconter une histoire. On va faire venir des talents dedans. Et les talents qui vont être au sein de cette maison vont bénéficier de l'écosystème de Cannes parce qu'on avait des contacts avec Instagram, etc. Et pour certains, les plus passionnés de cinéma, aller monter les marches. Pour d'autres, aller faire leur collab dans un écosystème assez incroyable. Et si tu veux, c'est des trucs qui ont tout de suite pris, qui étaient directement rentables, qui étaient hyper innovants, hyper créatifs. Donc en fait, le buzz était dingue, puisque ça nous a amené et des talents et des annonceurs. Donc ça, on l'a fait sur Cannes, on l'a fait sur la Fashion Week. On prenait le risque de louer des appartements de 300 mètres carrés en plein Paris et de se dire, on va faire un dispositif Fashion Week qui est dingue, parce qu'on va à la fois répondre à la demande talent, qui est de dire, pour la Fashion Week, il me faut un lieu avec des make-up, des stylistes, des voitures pour me rendre au show et des personnes pour m'aider dans tout ça. Et de l'autre côté, des annonceurs qui sont prêts à payer pour une visibilité ouf, parce que franchement, quand j'amène des clients, et c'est en ce moment même, tous mes rendez-vous, je les fais dans la suite Follow, le client qui voit ça, il se dit, ah putain, waouh, c'est atypique quand même comme environnement. C'est cool, ça suscite l'intérêt, il y aura de la vue, c'est certain. Ça va générer un buzz. J'ai tout intérêt à placer ma marque dans cet écosystème-là. Ok.
Donc vous aviez des trucs assez novateurs. C'est assez novateur, mais on le faisait pas pour spécifiquement un talent. En tout cas, on avait une culture de la rentabilité qui était vraiment très importante. En tout cas, directement avec Nathan Rubessam, on s'est dit, attends, on ne peut pas se permettre, on n'était pas du tout dans un modèle de croissance, on était dans un modèle de rentabilité. On ne savait pas ce que c'était l'EBITDA à l'époque. Ouais. On était juste en mode, si on ne gagne pas de l'argent à la fin du mois, aucun intérêt. Enfin, tu vois, c'était dramatique. Si même les mois où on était à zéro, c'était dramatique. Donc voilà, et ça a continué comme ça, d'année en année. On a déménagé, on a mis tapis sur nos bureaux, on a pris un local rue Saulnier, puis un deuxième rue Cadet. Et c'est là où ça a vraiment se développé. Ça s'est développé à fond. On a pris la partie, on a développé la partie conseil agence, où là c'est un autre modèle. Tu vois, c'est des TJM, c'est du conseil. On accompagne les marques sur leur stratégie d'influence. Et c'est là où on a vu l'ampleur du truc quand on a dépassé la barre des 80, 100 employés. D'accord. C'est assez dingue ce qui se passe à ce moment-là. Avec quel chiffre d'affaires à peu près à ce moment-là alors, non, on va dire 60 employés. On était aux alentours des 8 millions. Ah ouais, c'est big, ouais. 8 millions, à ce moment-là, on commençait à être sérieux. Et en fait, si tu veux, donc la concurrence devenait de plus en plus accrue, sauf que nous, on ne se payait pas énormément. On avait beaucoup bossé, énormément de pression. Et c'est là où en fait, on a été approché une dizaine de fois parce qu'on était la boîte du moment, tu vois. Par des investisseurs. Par des investisseurs, par énormément de monde même. Des personnalités publiques, d'ailleurs, qui nous approchaient. Sauf qu'ils ne comprenaient pas l'influence à cette époque-là. Et pas grand monde d'ailleurs la comprenait. Et à ce moment-là, c'est là où je rencontre Vincent Klingbeil. Ok. Voilà. Donc Vincent Klingbeil, qui est le patron de DG, European Digital Group. Ouais, exactement. Qui venait de vendre sa boîte et qui me parle du concept d'European Digital Group. Et il me dit, Ruben, on est en train de monter un truc big. Ok. Je lui dis, ouais, ok, c'est quoi Alors juste, comment tu rencontres Vincent? Parce que je crois qu'on que c'est une personnalité assez particulière. Comment ouais, ça se Vincent, je le rencontre. Alors, s'il m'entend, je veux pas qu'il se vexe, mais je le vois en petit polo rouge qui lui allait trop petit, lunettes. Le mec le plus simple du monde. À un événement comme ça, un événement au Big Boss, exactement, au Big Boss. Et il proposait des pistaches aux gens. Ok. Je vois un mec adorable, tu vois, tu te dis, mais enfin, tu te dis, c'est qui ce mec trop gentil en fait? Mais pas une seule seconde, et c'est là où tu te dis, putain, vraiment, l'habit ne fait pas le moine, pas une seule seconde, tu dis que ce mec-là, c'est ce qu'il est réellement. Ouais. Et en fait, on me propose de le rencontrer, je dis, ouais, avec plaisir, comme je te disais, enfin, à cette époque-là, je rencontrais limite des fois à tort, parce que je perdais du temps, parce que je rencontrais des gens qui il n'y avait pas forcément d'intérêt, mais je rencontrais tout le monde. Ouais. J'avais cette ambition de me dire, je veux rencontrer vraiment tout le monde. Ouais. Je le rencontre et là, je prends une gifle. Je vois un mec brillantissime, un génie en fait, qui connaît tout sur tout, qui a un background d'avocat, qui a revendu sa boîte. Ça va à 2000 à l'heure en fait. Et là, je découvre un monde que je ne connais pas. Parce que c'est un peu, je vais l'appeler le monde des costumes cravates, que nous, on ne connaît pas. Et il me parle du projet EDG. Je tombe de ma chaise. Il m'explique qu'il veut prendre les ultra spécialistes de l'accélération digitale et en faire un mastodonte européen. Ok. Et je me dis, putain, c'est smart, ça n'existe pas, tu vois. C'est très smart. Parce qu'en fait, si tu fais un groupe avec que des expertises au niveau européen dans le digital, bon, bah, tu peux aller t'adresser aux géants qui ont ces besoins-là, un peu comme un Havas, Publicis l'a fait, où en fait, tu vas, au sein du même groupe, avoir toutes les expertises pour ta marque ou pour tes marques, tu vois. Et c'est quoi les différentes expertises qu'ils voient? Donc, tu as l'influence, tu as la prod, tu as l'influence, tu as la production, tu as le SEO, tu as la data, en fait, tu as tout. Tu as le recrutement. Ça a été très loin, en fait. C'est pour vraiment encadrer à 360 un potentiel énorme annonceur. Ok. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à date, ça fait un moment déjà, on a beaucoup de deals où tu as des gros annonceurs qui rentrent par EDG et qui prennent une vingtaine d'expertises. Ouais. Au sein d'EDG, ils ont un point de contact, ils sont rassurés. C'est une boîte qui fait 50 millions d'EBITDA. Tu as Vincent Klingbeil qui est à la tête et ça, c'est extrêmement rassurant parce que, comme je te disais, quand j'ai pris mes prises de ref, Vincent, il n'y a pas une personne qui m'a dit fais gaffe. C'est toutes ces personnes-là te disent on n'a jamais vu un mec comme ça, quoi. Le mec le plus bienveillant du monde, il veut pas le mal à une mouche, le mec. T'as pas trouvé un dossier sur lui, c'est rare avec un mec qui a telle visibilité. Et d'ailleurs, je le remercie, mais 1 milliard de fois parce qu'il m'a fait rentrer dans un monde que je ne connaissais pas et il m'a quand même fait comprendre. J'ai été
on était quand même assez sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est-à-dire que lui, il est en mode, t'es dans un monde de requins, mais toi, reste fidèle à tes valeurs et fais le bien, sois bienveillant avec les gens et tu verras, tu vois, on va te le rendre en fait, ça va être bénéfique. Donc là, c'est ouf quand même parce que EDG, donc qui veut devenir le leader européen de la transformation digitale, choisit Follow comme la pépite en France de l'influence, quoi. Dingue. Donc ça t'envoie un message solide quand même, quoi. Message plus que solide. Quand je le raconte à mes associés, ils sont dingues. Alors à la fois, ils sont en mode énorme fierté et en même temps, c'est notre petit bébé. Fais gaffe, tu sais, on était très... Ouais, t'es protecteur quand t'es protecteur. Déjà, en plus, quand t'es 4, déjà, t'as plus déjà beaucoup de pourcentage. C'est quoi un peu, du coup, le deal? Ils prennent combien de pourcents? 30%. Eux, ils prennent 30%, vous gardez 70%. Alors, normalement, ils rentrent dans tout leur deal, ils sont majoritaires. Okay. Là, en l'occurrence, on expliquait que nous, on est en plein développement et on est en hyper croissance. Ouais. Chaque année, on faisait des chiffres complètement dingues, on faisait des x2, x3. Mais que l'aventure nous plaît, qu'on a conscience qu'il ne faut pas être gourmand et qu'on mise sur le long terme. Et donc, c'est là où ils ont accepté de rentrer à 30 points. Ok, donc vous, il vous reste 17,5 chacun, quoi. Ouais, on rentre... il nous reste 70% exactement à peu près. Okay. Et en fait, si tu veux, on le fait parce qu'on sait que les 2-3 années qui vont arriver, et le jour où ils allaient faire rentrer un fonds d'investissement, là, ça allait être game changer pour nous, tu vois. Et c'est sur une valo à 10 millions, c'est ça À l'époque, ouais, c'était entre 7 et 9. Ok. Et ce truc-là, à titre perso, est-ce que ça change ta vie ou... Parce que tu devais pas trop te payer depuis le début, tu me disais... Ouais, ça change la vie, ça a changé. En fait, comme je t'ai dit, les 4, on venait pas du tout de milieu aisé. Enfin, vraiment, on avait la vraie valeur de l'argent. Comme je t'ai dit, on voulait la rentabilité immédiate. On était tous passionnés par ce qu'on faisait. On était les 4 des hyper compétiteurs. Alors là, il fallait voir Nathan et Ruben, c'est encore pire. C'est-à-dire que une partie de cartes, elle se transforme en engueulade de l'année parce que l'un a perdu. Partie de pétanque, c'était quand on faisait un truc, même en amusement, on voulait gagner absolument. Quitte à tricher et tout. Enfin, c'est des malades, les mecs. Et en fait, si tu veux, quand on a ce background-là et qu'on se dit, putain, il y a quand même EDG... qui veut rentrer, là on rentre dans une autre catégorie, surtout qu'on rencontre des gens, je répète, en costume cravate, qu'on n'avait jamais vu, qu'on ne connaissait pas, on se dit putain, ça rigole plus en fait les gars. Et en tout cas moi personnellement, ça a changé ma vie parce que j'ai pu faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire rendre l'appareil à mon père qui pendant toutes ces années nous a amenés en vacances et s'est mis en sang pour faire en sorte qu'on ait une enfance exceptionnelle, jusqu'à qu'il ait ses coups durs. J'avais vraiment cette ambition-là, ce petit point rouge. C'est très important d'avoir ce petit point rouge, de se dire un jour je ferai ça. Et quand tu le fais, puisque là du coup tu fais un cash out qui te permet du coup de faire ce que tu as envie de faire en fait. Et en l'occurrence là, comme je voulais aider mes parents, je voulais aider mon petit frère, je voulais aider ma sœur, quand tu le fais, tu te dis là tu prends quand même conscience de la puissance de l'argent en fait, tout simplement, de la puissance de l'argent et que quand même c'est une forme de liberté complètement ouf. Ouais, ça, il y a ce que toi tu cachines en propre et puis il y a aussi tout ce qui change dans la boîte. J'imagine les locaux deviennent un peu plus cool, tu peux en acheter un peu plus, t'as peut-être un peu plus de ça. Non, pour le coup, c'était ça la force de DG, c'est... on va pas être plus dépensier pour non, mais il y a pas besoin. En fait, Follow n'avait pas besoin d'argent. C'est pas une levée. Hein. C'est rien ne change. La promesse de DG, c'est rien ne change. Vous êtes 4, vous êtes les plus forts dans ce que vous faites. On va rien faire, si ce n'est vous amener un réseau, vous amener des autres boîtes sur lesquelles vous allez pouvoir travailler des synergies et des potentiels clients. C'est tout. Et vous permettre de respirer un peu, protéger vos arrières, de dire que vous n'avez pas travaillé ces 4-5 années pour rien et continuer à faire ce que vous faites. Et ça, on a adoré cette promesse. C'est intéressant comme approche. En fait, tu vois, c'est exactement cette approche qu'il nous fallait parce que en aucun cas, on aurait laissé quelqu'un arriver. Et honnêtement, à cette époque-là, même un Vincent, l'influence, c'était compliqué de comprendre vraiment dans le détail. Alors évidemment qu'il était quand même aguerri, il connaissait. En plus, c'est un mec passionné et très curieux. Donc, il allait, il s'abonnait à tous nos créateurs de contenu. Mais fallait le comprendre, le truc. C'est intéressant parce que tu vois, sur les startups vraiment plus tech, tu vois, et qui ont un potentiel quand même un peu plus fort que les agences où c'est quand même du travail humain et ça peut pas scale non plus à l'infini.
le deal quand un VC rentre, c'est on te fout masse de thunes dedans et soit tu pètes et on en a rien à foutre, tu rentres dans le mur, soit vraiment c'est une pépite, quoi. Mais il te force un peu à aller sur la lune ou à te cracher, quoi. Donc, ça, je trouve que c'est un peu comme dans les levées, comme ce qu'a fait With The New d'ailleurs, par exemple, que je salue et qui a eu une aventure remarquable, mais c'était sur un modèle de croissance. Sur un modèle de croissance où tu vois pas le jour, en fait, tu vois pas le bout du tunnel, où tu te dis mais quand est-ce que tu vas être rentable? Les gens, t'as une fanbase, t'as une communauté, les gens dépensent. Juste, il faut que ce point-là arrive où boum, tu vas rentrer dans la rentabilité. Mais ce point-là ne peut jamais arriver comme c'est arrivé à With The New. Et c'est quand même fou. Et c'est un truc sur lequel, moi, c'est pas ce genre de boîte, en tout cas de modèle qui m'excite. Je sais pas, on a eu la culture en tout cas, et Vincent nous l'a beaucoup appris d'ailleurs, parce que c'est quand même des boîtes de service, c'est la culture de la rentabilité immédiate. Alors, je parle d'un truc un peu moins marrant, mais donc il y a 1 an et demi, il t'est arrivé un drame. Tu as perdu un de tes associés qui était aussi un ami. Alors, je me doute que c'est très récent, très frais et tout ça, et que tu n'as pas forcément le recul pour en parler, mais comment vous l'avez vécu avec tes associés? Est-ce que ça crée une grosse remise en question? Déjà, moi, je vais avant tout parler d'Ania, qui est la femme de Nathan, qui est notre meilleure amie et qui était la directrice talent, qui est aujourd'hui notre associée, mais qui était la directrice talent à l'époque. Écoute, comment on l'a vécu? Franchement, c'est trop tôt aujourd'hui pour te décrypter ce qui s'est passé dans nos têtes à ce moment-là, mais ouais, il faut imaginer réellement l'expression « le ciel qui tombe sur la tête », c'est ça, parce que c'était notre meilleur ami d'enfance, associé. Il prenait une place énorme. Follow, on lui doit jusqu'au dernier cadre posé dans le bureau. C'est lui qui a tout fait de A à Z. On lui doit tout le management avec Anya. Donc en fait, là où tu te dis c'est des choses qui arrivent qu'aux autres, quand ça t'arrive à toi, bah c'est une leçon, quoi. C'est une leçon de vie et tu te dis putain, mais est-ce qu'on était heureux, quoi. Et même dans les galères, même dans les embrouilles, tu te dis en fait ça te permet de prendre conscience aussi de la valeur des choses et de te dire que un rien, juste le fait qu'il soit avec nous le matin, et en fait tu sais, des trucs qui te paraissent banals au bout de 5 ans, et que tu te lèves le matin, t'arrives à 9h30 et que tu vois tes potes, putain, mais c'est un truc de malade en fait. Ouais. Peu importe les problèmes que t'as, la rentabilité, les bidas, l'influenceur content, la marque content, pas content, juste l'aventure elle est extraordinaire. Et c'est vrai que quand il t'arrive ce genre de choses, quand tes associés perdent la vie comme ça en plus, et qui laisse Anya qui était enceinte, et d'ailleurs qui aujourd'hui a une fille exceptionnelle qui est son sosie. Ouais. Mais vraiment qui est sosie de Nathan. Sosie de Nathan. Ouais. T'as l'impression que c'est une réincarnation, hein, réellement, et je dis pas de bêtises. Tu te dis, ça t'apprend. Je pense que ça t'apprend beaucoup. C'est une leçon d'humilité énorme. En fait, il y a énormément de choses qui arrivent en même temps. Tu prends aussi, tu te dis, Nathan, il avait une femme extraordinaire, un bébé qui allait arriver, un métier extraordinaire, et il avait tout simplement une dépression. C'est un terme que je connaissais pas, en tout cas que je minimisais. Toi, t'en as jamais connu? Non, jamais connu. J'ai mon père qui a eu un moment donné, mais si tu veux, je réalisais pas l'importance du mot dépression. Pour moi, c'était juste, tu sais, dépression, une petite tape dans l'épaule et allez, vas-y, remets-toi, ça va aller. Mais en fait, c'est une maladie. En fait, il était malade. Et donc à l'époque, tu voyais qu'il avait une dépression, mais tu te disais, voilà, on voyait tout ce qu'il dors avait. plus, fais du sport, relâche un peu, ça va le faire, quoi. Moi, j'ai des souvenirs avec Nathan où on allait à 7h du matin, on allait courir, et j'essayais de le motiver et tout. Et en fait, j'ai essayé de faire un truc qui était impossible à faire et qu'on a tous essayé de faire. Parce qu'on a essayé de le sortir de là, on lui dit viens pas travailler, après viens travailler, repose-toi. Ça va aller, et surtout que ça a été très vite, ça a duré 4 mois, hein. C'était pas une dépression de 2 ans. Ouais. Et c'était pas non plus il venait au bureau des fois et tu le voyais, tu voyais qu'il était mal, mais non, c'était une maladie en fait, c'était une maladie. Et aujourd'hui Anya elle contribue, déjà je lui en fait je lui témoigne tellement d'amour pour Anya, parce qu'elle a une force, tu sais, elle connaît Nathan depuis ça fait 15 ans qu'elle est avec lui, elle a connu que lui. Ouais. Elle vivait à Londres et il l'a amené de Londres justement pour Don Paris, pour Follow. Elle l'a toujours suivi dans tous ses projets.
Bon, ça sert à rien de le répéter, mais c'est vrai que Nathan, c'était une personne juste extraordinaire qu'il fallait. Enfin, toutes les personnes qui l'ont rencontré. J'ai vu les témoignages des talents qui bossaient avec lui, qui sont très touchants. C'est la bienveillance incarnée. Et tu vois, c'est aussi ça le message de Follow, c'est de se dire. Je pense que tous les gens qui nous ont côtoyés, qui ont côtoyé Nathan, les concurrents, les influenceurs, les clients, peu importe, même les gens avec qui on a pu avoir des différends, tous te diront putain, les mecs sont bienveillants, ils veulent le bien en fait. Ils veulent juste le bien. Ouais. C'est tout. Et en fait, Nathan, il faisait partie de ça. Et ouais, il laissera son empreinte à vie, vraiment à vie. Et Anya se bagarre beaucoup aujourd'hui et elle veut contribuer justement à faire en sorte qu'on comprenne l'importance de la dépression. Donc, elle est en train de créer une fondation, tu vois. Et en fait, voilà, nous, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on devait faire après ça. Ça a été compliqué. On s'est dit qu'on allait continuer pour lui, qu'on pouvait pas laisser Anya et le bébé comme ça. Donc en fait, Anya, les parts de Nathan, on les a données à Anya, tu vois. C'était la suite logique des choses. Et en fait, Anya a repris le flambeau et on s'est dit qu'on allait continuer l'aventure pour lui. Ouais. Pour pour le message de se dire que il faut continuer pour lui rendre hommage, parce que je pense que c'est très important qu'il continue à vivre en fait, qu'il continue à vivre après tout ça le plus longtemps possible et qu'on lui rende hommage le plus longtemps possible. En plus, tu vois, on est croyants, donc voilà, on se dit qu'il est bien là où il est et que voilà, je pense qu'il est fier de ce que c'est ça, c'est un peu son bébé qui lui survit et qui continue. Ah ouais, complètement. Enfin, franchement, tu regarderas, je te montrerai après, mais c'est vraiment son sosie et tu te dis, putain, c'est quand même dingue. Qui aurait cru que dans notre aventure, à un moment donné, il allait se passer un truc comme ça? Qui aurait cru que Nathan allait nous quitter? C'est des trucs que tu... C'est ça qui est fou. Dans ces aventures-là, et souvent avec le succès et tout, t'as la tête dans le guidon, tu vois pas forcément ces choses-là. Et comme tu as dit, c'est une claque d'humilité. Bon, moi, petite anecdote, ça n'a rien à voir avec la gravité de ton histoire, mais tu vois, ce week-end, je rentre de Corse, j'arrive à Paris et mon avion a plus ou moins pris feu, tu vois. Donc, c'est le bagage, non, Non, c'est le truc à l'arrière. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Après, les pompiers sont arrivés, ils ont pas. Mais bon, pendant un moment, on s'est dit, est-ce qu'on y passe ou pas, tu vois. T'as une annonce en panique de l'hôtesse et ça. Et ça te met une claque en fait, c'est-à-dire de te dire, tu vois. Et bon, moi, contrairement à toi, j'avais jamais eu je touche du bois, mais de mort très proche de moi dans mon entourage et tout. Ce rappel de, en fait, tu sais pas quand c'est la fin, tu vois, et ça peut s'arrêter là maintenant. Ça te fait réfléchir. En fait, si tu veux, moi, je sais que la religion, moi, m'aide beaucoup. Et ce qui est arrivé à Nathan, ça t'aide pour la fin. Je sais que pour la fin de mes jours, ça m'aide parce que je me réveille le matin et je remercie de m'être réveillé le matin. Et en fait, c'est que quand t'es un peu malade ou quand il t'arrive des dingueries comme il t'arrive ou que tu sens que tu peux mourir ou que tu sais t'as un truc qui te gêne et que t'as peur que ce soit un truc grave et que pendant 3 jours avant de faire ton analyse, tu dis imagine c'est un truc grave. T'as une sensation de dire putain mais plus rien ne compte à part le fait qu'on te dise que ça va. Et en fait, faut pas attendre ces moments-là et c'est pour ça que tous les matins, et ça c'est depuis Nathan, je me lève le matin en remerciant de m'être levé. Je me couche le soir en remerciant de la journée que j'ai passée. Alors je dis pas que je suis loin de là, mais c'est important que même quand tout va bien, de dire que le fait de marcher et le fait qu'on puisse parler là, toi et moi, c'est un miracle. Il faut être reconnaissant de ça. Parce que tu peux, ce soir, on voit bien qu'on n'est rien, tu vois. On voit bien qu'on est rien du tout dans ce monde et que tout arrive. Tout arrive. Il faut juste être prêt à ce que tout arrive. Et c'est pour ça que quand tu rentres le soir, on est là à scroller, on est là à être capté par des éléments qui vont troubler tes clients, tes trucs, tes machins. Et en fait, tu rentres le soir, il y a ta femme, il y a ton gosse. Je dis pas que je le fais encore, mais tu dois tout poser et te concentrer sur ce que tu as et ce qui te rend heureux. Et tu dois passer des moments avec ta femme, passer des moments avec tes enfants en te disant que peut-être que demain, il n'y a plus ça. Et c'est une réalité. En tout cas, nous, c'est ce qui nous est arrivé avec Nathan. Et je peux te dire que quand on s'est quitté le soir, on pensait qu'on allait se retrouver le lendemain et on ne s'est pas retrouvé le lendemain, tu vois. Ouais, ok. Donc, tu comprends que ce n'est pas garanti et du coup, tu remercies pour ça quand ça se passe chaque journée. En plus, exactement. Alors, pour parler de trucs un peu plus joyeux, donc la success story continue. Récemment, donc la Tour Capital est rentrée. C'est quoi? Il y a eu un LBO, c'est ça? Ouais, le même mécanisme que Montefiore. Montefiore est rentré il y a 3 ans. Ça s'est hyper bien passé avec Eric Bismuth à sa tête. Pareil, un homme brillant. En fait, on a fait qu'apprendre pendant 2 ans.
on comprend les bidas, on comprend les mécanismes, on découvre un monde, comme je t'ai dit, qu'on ne connaissait pas. Là, des gens qui m'avaient jamais parlé jusqu'à présent me parlent, et en fait, tu vois bien que tu es considéré différemment. C'est assez ouf, hein, que ce soit tes banquiers, tes clients. C'est un truc qui se passe dans la société qui est un peu dingue. Ouais. Tu es complètement vu d'une autre manière. Tu es beaucoup plus respecté, beaucoup plus écouté. C'est fou. Et à mon niveau, tu vois, juste à mon niveau. Donc, imagine les autres, imagine un Vincent et tout. Donc, Eric Bismuth, ça se passe très bien. Eric Bismuth et Daniel Elaouf, d'ailleurs, que j'embrasse, directeur de Montefiore. Ils font leur opération avec EDG, ça se passe très bien. Le modèle est une réussite. Toutes les boîtes travaillent entre elles. On arrive à aller chercher des gros annonceurs. On refait un tour de table. Et là, c'est la Tour Capital qui vient nous rejoindre. Je pense pas que je puisse parler du multiple, mais un très beau multiple. Ok. Je précise juste pour ceux qui ne connaissent pas. Donc EBITDA, c'est le profit, quoi, les ventes moins les coûts. Donc EDG, ils font 250 millions de CA et 50 millions d'EBITDA, donc 20% de marge. C'est énorme, quoi. Et effectivement, c'est ça qu'on va regarder dans les valorisations. Exactement. Si on se dit, en fonction du risque, si c'est un business très risqué, par exemple une banque ou quoi, avec des activités de marché, on va valoriser peut-être à 10 fois les EBITDA ou le résultat net, quoi. Et si c'est des business très sereins, voilà, qui font le même business depuis des années, ça va peut-être monter à 20, 25 fois, et ça, quoi. Exactement. Ou s'il y a une grosse croissance dans la tech, souvent on dit il y a des multiples de faux à 30 fois. Donc c'est pour ça que tu parles d'EBITDA. Ouais. Voilà. Ok, donc le multiple, tu peux pas forcément le donner, mais bon, on s'imagine que ça va être une belle valeur, quoi, avec 50 millions d'EBITDA. Ok. Et donc ce truc-là, mécaniquement augmente la valo de Follow, quoi. Ouais, exactement, augmente la valeur de Follow. Nous, on se valorise aux alentours de 50-60 millions d'euros. Ok. C'est dingue. Monstrueux, ouais. Et en fait, tu vois, à ce moment-là, on valorise pas que Follow, on valorise un groupe qu'on a créé il y a 2 ans, où il y a 1 an et demi, on se dit, ok, on a créé Follow, ça marche bien, les créateurs sont contents, les clients sont contents, sauf que c'est vrai que dans notre ascension, on avait envie de se dire, ok, on peut réussir à vendre plus de choses auprès de nos interlocuteurs et créer, si tu veux, un groupe autour de l'influence. Comment donner de l'influence à tes projets à travers plusieurs expertises. Donc, on a les créateurs de contenu et en fait, on a développé 4 nouvelles entités. Scroll, qui est une agence tout bêtement avec Joseph Darosa, que j'embrasse, de création de contenu, de production réelle, où on va faire du faux, on va faire du smart content, on va l'appeler comme ça, qui mélange un peu du snack content et d'autres techniques de content. Donc ça, c'est Scroll qui va venir, en fait, ça va être le bras droit de l'influence. Il va venir épauler tous nos créateurs de contenu sur les collaborations, donc sur la production. On a créé Cover, une agence de PR, on va dire 3.0, avec Sarah, qui sort de 10 ans de chez Pascal Venot et qui s'est vraiment rodée dans le PR. Pareil, on va vraiment essayer de travailler sur le mensuel. Donc là, c'est du MRR, c'est un business qui est hyper intéressant, où on va accompagner des clients sur le long terme, sur toute leur partie presse et influence dotation. D'accord. Andy, c'est avec Corentin, célébrité marketing. On va faire ce qu'on fait Follow, mais avec des célébrités. On va accompagner des Cédric Doumbé, des Redouane Bougueraba, plusieurs talents. On va faire des collections avec Adèle Exarchopoulos et Yves Saint Laurent. Donc on fait en fait ce qu'on fait Follow, mais avec de la célébrité. Et enfin, Cover, un des business que j'aime le plus aussi, Aura, excuse-moi, c'est de l'accompagnement de leaders, en fait, accompagnés dans leur personal branding sur LinkedIn ou autre plateforme. Okay, donc ça, c'est avec Alexis Tobelem, qui est un crack dans son domaine. Et l'idée, c'est de se dire, ok, la voix des marques va compter moins que celle des dirigeants. Donc en fait, celle des dirigeants va avoir beaucoup plus de portée. Et donc, et c'est dans cette ère-là de Creator Economy, c'est la vision qu'on a de la Creator Economy, que tout sera vidéo et tout sera contenu. Et que n'importe quel... Tout sera incarné aussi. Tout sera incarné, exactement. Tout sera contenu, effectivement, pas côté marque, mais via une incarnation. Donc en fait, c'est le prolongement de l'influence, hein, pour nous. Et de se dire qu'en fait, la voix du dirigeant va avoir un rôle et un impact très important. Et donc avec Alexis, on accompagne une 50aine de dirigeants dans leur personal branding, parce que ça marche, le fait qu'ils racontent leur histoire. En tout cas, moi, je l'ai fait. Pour moi, ça fait 2 ans que je le fais. Et aujourd'hui, il y a 15-20% de mes leads qui viennent de LinkedIn, tu vois. Parce que, en fait, je raconte... Ça intéresse les gens, et en toute modestie, ça intéresse les gens que je raconte mon parcours, le pourquoi, du comment, l'envers du décor, et que ça ne soit pas une marque vide, entre guillemets, qui raconte tout ça. Donc, on va accompagner 40 dirigeants
On a des chiffres assez exceptionnels avec Alexis et on va faire aussi de l'employé advocacy parce que dans le prolongement de ça, il y a quand on va voir un client et on lui dit imaginez vos 2000 employés qui deviennent des ambassadeurs de votre marque et qui relaient les informations, les actualités de votre marque sur les réseaux sociaux. Imaginez ça, imaginez la puissance de frappe. Et en fait, on se rend compte qu'elle est complètement dingue, c'est ce qu'on appelle l'employé advocacy. Parfait, tu viens de définir le terme. Donc, du coup, ça anticipe plein de questions que je vais te poser, mais donc ton positionnement versus les autres, t'en as un peu parlé, donc c'est vraiment votre approche à 360 que n'ont pas forcément les autres grosses agences d'influence, tu dirais c'est ça, en tout cas, nous les fondateurs, on a essayé d'inculquer cette valeur du service 5 étoiles. C'est très important de mettre ton client au sommet, et en fait, nous, on ne laissait pas passer. Alors, qui est ton client, justement, pour toi? C'est ton créateur? Non, mon créateur n'est absolument pas mon client. Okay. Mon créateur, c'est un peu mon prestataire, en fait, avec qui on va avoir un lien d'exclusivité, où moi, je vais devoir bien faire mon travail, justement, pour l'accompagner du mieux possible. Ça, c'est mes talents, puisqu'en fait, ça m'arrive aussi de travailler avec d'autres prestataires. Et aujourd'hui, on fait même à la télé, tu peux voir la collection, la collaboration avec Vinted et Lena Mafouf, c'est nous qui l'avons initiée. Que ça soit le choix de Lena ou la production de contenu, c'est passé par Follow Group. Donc en fait, tu travailles aussi avec des gros talents indépendants comme Lena Situation, quoi. Comme Lena Situation, comme Micode, comme énormément de talents. J'espère, je sais pas si on a déjà travaillé ensemble, je pense pas, mais j'espère. Franchement, nous, tu sais, notre métier aujourd'hui, c'est vraiment quand on parle à un annonceur, en tout cas notre partie conseil, c'est de se dire ok, quel créateur va vous correspondre le mieux. C'est simplement ça la première logique, avec plein d'autres logiques comme la créativité, comme etc. Mais d'abord, dans le choix du créateur, c'est lequel va vous correspondre le mieux. Et on a un tas d'experts chez Follow Group qui sont en mode, et via des outils aussi, qui sont en mode, ok, lui, il est affinitaire avec cette marque, lui, beaucoup moins, lui, il a une audience comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on va bosser. Alors c'est intéressant et ça fait le lien avec ma question suivante, c'est comment tu fais pour être pertinent sur des verticales aussi différentes. Tu vois, moi je te donne mon exemple, j'étais dans une agence qui s'appelle 20, qui avait que des talents très gaming, divertissement. Ils m'ont accompagné pendant un an, mais moi j'étais vraiment un ovni pour eux. Moi, 90% de mon business sur ma boîte de représentation personnelle, c'est de la promotion marque employeur. Et donc on s'est quittés très bons copains, mais tu vois, ils savaient pas trop comment m'accompagner. Et voilà, c'est ce que j'ai vu sur les différentes agences que je vois. Et c'est pour ça que finalement j'ai décidé d'être en indépendant. C'est que à la fois la promotion marque employeur, il y a un business, il y a un océan bleu, tu vois, parce que combien de créateurs de contenu ont une vraie légitimité professionnelle, ont passé cette, tu vois. Donc et à l'inverse, tu as parlé de l'employé advocacy, les entreprises, il y a une grosse demande, elles ont besoin de rassurer, d'embaucher, de continuer à attirer, elles attirent de moins en moins. Donc tu as une grosse demande, tu as très très peu d'offres. Donc pour moi, il y a un boulevard. Il y a très peu, et pourtant il y a très peu d'agences qui le font, j'ai l'impression aujourd'hui. Donc moi je te parle de mon truc, la marque employeur, mais de manière plus générale, comment tu fais pour être pertinent sur toutes les verticales? Tu as un expert un peu sur chaque domaine? Alors je ne suis pas pertinent sur toutes les verticales, en tout cas je ne vais pas être le réflexe des annonceurs sur toutes les verticales. En revanche, je sais les verticales que je veux adresser de manière conséquente, et en fait là si ça n'a pas marché, c'est parce que moi je ne prendrai pas le risque de prendre un créateur tech parmi tous mes créateurs. Parce que quand je prends un créateur, ça nécessite un investissement qui est majeur et qui ne fonctionnera pas pour un créateur, sauf si c'est le plus gros créateur, tu vois, qui génère des revenus colossaux. Donc ce que je fais, et c'est ce qu'on a fait par exemple avec Made In, je ne me voyais pas prendre une influenceuse maman, une créatrice de contenu maman, parmi tous mes créateurs lifestyle et beauté. J'aurais eu du mal à trouver les annonceurs, ça aurait été compliqué et je ne peux pas tout investir sur elle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité Made In, si tu veux, à nous rejoindre et on a racheté Made In avec à sa tête Sophie Benarab, qui est une entrepreneuse extraordinaire. Et en fait, ça nous a permis de couvrir l'entièreté de la verticale maman. Tu vois, maman/food. Et donc, du coup, avec autant de créatrices de contenu maman, ça me permet, moi, d'investir sur le commerce et de me dire, je vais avoir des commerciaux spécialité maman food. Et du coup, en fait, mon investissement, il fonctionne parce que je vais pouvoir adresser à la plus de 40-50 créateurs de contenu en exclusivité. Donc, du coup, mon offre, elle est énorme. Mais pour un créateur, j'aurais pas pu le faire. Et donc là, en fait, on se développe de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, l'idée, c'est pas de prendre un créateur par un créateur, ça ne fonctionne pas. C'est de prendre plusieurs créateurs qui me permettent, moi, derrière, d'investir. Et quand mes commerciaux vont aller chercher et vont mettre en avant 4-5 créateurs tech, je vais pouvoir adresser et je vais pouvoir travailler avec 1, 2, 3 annonceurs. Eux vont travailler, mes annonceurs seront contents et du coup, l'équilibre fonctionne. D'accord. Voilà.
Et donc petit à petit, tu arrives à te développer. Exactement. Et si on décide qu'un jour, il y a un marché dans la marque employeur, parce qu'on aura fait des études parce qu'on aura ciblé les créateurs de contenu et qu'on aura à minima 4-5 créateurs de contenu qui sont intéressants, on va se dire, OK, on y va, on va sur cette verticale parce que le business est là et les annonceurs sont en face et on va développer de manière conséquente cette verticale, quitte à, pour le coup, aujourd'hui, on peut se permettre de le faire, investir sur 6 mois, ne pas être rentable, mais parce qu'on estime et on est convaincu que derrière, il y a un marché et il y a un boulevard. Et c'est pas un truc que tu sens aujourd'hui qu'il y a une demande particulière sur la marque employeur? Okay. Si, ok. Ça arrive. Ok, très bien, très bien. Tu vas être contacté bientôt. Ok, très bien, j'attends. Je regarde mon téléphone. Je vais enlever le mode avion juste après. On va voir si j'ai des petits appels en absence. Écoute, pour la dernière partie, voilà, je vais qu'on parle un peu de ta vision de la creator economy. Alors bon, c'est un peu large, tu vois, mais est-ce que il y a des tendances que tu vois arriver? Notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu vois le développement des anciens médias, tu vois, des médias traditionnels par rapport au développement des plateformes et tout, quoi. Tu vois, je sais pas si ça t'inspirera un peu, mais je pense que souvent, il y a une approche un peu dramatique de ça. Tu vois, la radio arrive, on se dit « Ah, mais c'est la fin du journal papier ». La télévision arrive, on se dit « Ah, mais c'est terminé la radio ». Alors qu'en fait, tout le monde coexiste un peu là-dedans, quoi. Non, moi, j'ai jamais eu ce discours déjà de dire que c'est la fin. J'aurais jamais la prétention de dire que je vais venir remplacer des institutions, quoi. C'est des trucs qui sont là depuis je sais pas combien d'années, qui est au cœur du quotidien de tous les Français. Donc, jamais j'aurais cette prétention-là. Par contre, il y a des changements, évidemment, d'habitude des Français, en fait, avec l'arrivée du téléphone, évidemment, du téléphone et des réseaux sociaux, évidemment qu'il y a des changements d'habitude. En revanche, nous, chez Follow, par exemple, typiquement, on estime qu'une campagne d'influence, elle fonctionne quand elle déborde en presse. Ouais, ok. C'est le tampon, c'est le cachet. Okay. Moi, je raconte toujours à mes clients, d'autant plus avec l'arrivée de Cover, que en fait, la presse est obligatoire. La presse est obligatoire. Nous, on va faire autre chose, on va venir incarner. On va venir raconter une histoire, on va faire vivre une expérience que peut-être la radio ne peut pas te permettre, la télé ne peut pas te permettre, ou la presse écrite non plus. Mais en fait, pour moi, ça va venir rajouter une expérience pour le futur consommateur, etc. Sur tel ou tel sujet. En fait, ce que j'explique, c'est juste que il faut changer. Il faut que. En fait, je parlais hier en plus à Thomas Binet. Qui a fait une chronique. J'ai fait une chronique avec lui, il m'a invité sur une chronique à la radio et en fait son approche elle est extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'il t'explique le développement de la radio et il te dit que évidemment que tu dois pivoter, mais il y a toujours une audience, il y a toujours des gens qui sont là et qui écoutent, il y a un cœur de cible, donc voilà. Et en fait, si tu veux, et en plus surtout ils s'adaptent, ils se mettent sur les réseaux sociaux, ils créent du contenu vidéo. Moi typiquement j'ai aucun contenu qui a mieux marché ou mes stories, etc., quand je suis à la radio. Ouais. En fait, même mes annonceurs aujourd'hui valorisent énormément le fait que je sois à la radio ou en presse. Ouais. Donc en fait, c'est juste que ça se travaille d'une différente manière, mais j'estime que rien n'est mort. En tout cas, je ne dirais pas ni que la télé est morte, ni que la radio est morte, ni que la presse est morte. Juste que ça a changé, que ça doit un peu pivoter. C'est un nouveau paradigme. Et exactement, ça s'adapte, exactement. Mais enfin... Moi, parfois, parce que je suis tellement dans le truc de la creator economy et de ça dans les réseaux, que parfois, je suis un peu choqué par le clivage qu'il peut y avoir entre certaines personnes qui ne comprennent pas ce nouveau monde. Tu vois. Et récemment, on a une illustration de ça, enfin, on en a eu plusieurs. T'as vu Yann Barthès qui est trash talk Mathieu Stéphanie? Non, t'as pas vu passer ce truc-là? Non. Ça faisait vraiment ancien média qui avait le somme. Tu vois, Emmanuel Macron, donc, est passé sur le podcast de Mathieu Stéphanie, qui a le plus gros podcast business génération. Je le connais, Et voilà, tu vois, il se foutait de sa gueule. Et il l'a descendu. Ouais, mais en fait, si tu veux, je sais pas comment t'expliquer, si je dois te comparer ça au football, c'est comme si qu'un mec qui est là dans une équipe depuis 10 ans, c'est un patron, c'est un taulier, il est là depuis longtemps, il a travaillé comme un fou pour en arriver là, et il voit les jeunes arriver, qui lui passent devant et qui sont en train de tout casser. Je pense qu'il y a une forme, évidemment... un peu de seum en fait, un peu de mépris, un peu de seum en se disant mais alors moi si je peux me permettre, tu vois, bon déjà Mathieu Stéphanie ça fait 8 ans qu'il fait son truc et contrairement aux médias, au monde corporate et de ça, et ça qui fait la beauté de la creator economy, les créateurs ils se sont mis là tout seuls, tu vois. Ils ont convaincu des millions de personnes tout seuls qu'ils étaient inspirants, qu'ils méritaient le respect et tout ça. Et on a un autre exemple, et je fais la transition dessus, peut-être ça va parler à plus de gens, mais sur Kaizen, sur ce qui s'est passé à Inoxtag. Voilà, un mec à 22 ans qui a fermé la gueule de tout le monde parce qu'il a fait un truc de fou, très très compliqué de le faire, de le mettre en place. Ses messages sont hyper mûrs, de te compare pas à moi, compare-toi à toi-même et de ça tous les jours. Ne scrolle pas sur les réseaux, tu vois, ce qui serait dans son intérêt, tu vois, que les gens scrollent dans les réseaux. Donc
Et c'est fou, tu vois, malgré ça, quand j'ai vu que Inox et Kaizen se faisaient critiquer, je me suis dit, ah oui, ok, donc en fait, quand on n'a rien à dire, on raconte n'importe quoi, tu vois, genre c'est quoi que tu fasses, tu vas te faire critiquer, ouais, ça. Non, mais ça, c'est certain, et de toute façon, ouais, moi, on en a parlé déjà, mais en fait, je te le disais, j'essaye de le dire de la manière la plus polie possible, mais en fait, à tous ceux qui peuvent dire quoi que ce soit sur Kaizen, c'est parce que moi je l'ai vu, j'ai vu avec ma femme, elle était en larmes. Ouais, moi, déjà, je trouve qu'il a fait beaucoup de bien, je trouve, aux créateurs de contenu en général, et à cette vision qu'on peut avoir des créateurs de contenu, parce que je reviens juste sur ce que tu disais sur Yann Barthès, etc. Je pense que on a beaucoup souffert aussi d'une autre partie de créateurs de contenu qu'on appellerait plus influenceurs, qui ont quand même énormément fait de mal à ce monde-là, et donc du coup qui ont donné une vision, et que des gens ont encore, des gens, certains seniors, on va dire, ont cette vision. Beaucoup de gens encore. Et nous, on travaille tous les jours au quotidien pour expliquer ce que c'est. Et je trouve que quand un mec comme Inox fait ce genre de reportage, putain, mais tu ne peux pas dire quoi que ce soit. Ouais. Enfin, lève-toi et fais quelque chose. Mais à mon avis, tous ceux qui osent critiquer le truc, c'est ceux qui ont leur gros cul posé sur leur canapé et qui font rien d'autre que commenter du matin au soir. Mais ce qu'il a fait est brillant. Pour son âge, c'est brillant. Les messages sont brillants. Donc en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut juste dire bravo. Il faut arrêter d'essayer de chercher la petite bête à chaque fois, parce que je te rejoins à 100%. Ce qu'il a fait, c'est ouf. Ouais. Quel est l'impact des créateurs de contenu sur le monde ? Est-ce que tu penses que les créateurs de contenu, les influenceurs, peuvent changer le monde, peuvent sauver le monde par l'impact qu'ils ont ? Ouais, ils peuvent le sauver, mais ils peuvent aussi le détruire. Ouais. C'est ça le danger, en fait. Et c'est là où nous, on essaye de faire quelque chose à notre échelle, et on essaye de faire ce qu'on peut à notre mini-échelle, parce qu'on est en France, on est dans un mini-écosystème, mais on voit bien les dérives. On voit bien où ça peut aller, on voit bien à quel point ça peut être catastrophique. Et je te dis les créateurs, mais en fait, c'est tout simplement les réseaux sociaux. Mais je pense que les créateurs peuvent avoir un impact extrêmement positif pour la société et faire avancer les choses dans le bon sens, j'en suis certain. Puisqu'on voit l'engouement que ça a, on voit que tout se passe aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc je pense que après, il y a ce risque-là de l'information, de la facilité d'accès à l'information, et si tu veux, de la peu profondeur de l'information. Ouais. C'est ce danger lié au snack content, c'est-à-dire qu'en fait, un jeune de 15 ans, en regardant une vidéo de 12 secondes, va avoir l'impression qu'il connaît tout. Ouais. Et donc, il va s'être forgé un opinion sur un sujet qu'il ne maîtrise absolument pas. Et il va être sûr de savoir, et donc il va se mettre à commenter, il va se mettre à poster, il va se mettre à... Ça, c'est un vrai danger. Donc ça, c'est un côté qui me fait peur. Après, oui, je pars du principe que les gens qui ont une communauté, de toute façon, ont une responsabilité et peuvent avoir une influence extrêmement positive. Sinon, franchement, je ne ferais pas ce métier, parce que ça aurait été quand même assez dangereux. Donc, ouais, moi, je suis convaincu que les créateurs de contenu peuvent changer le monde. Complètement aligné avec toi, et c'est assez hallucinant l'influence qu'il peut avoir sur plein de trucs. Tu vois, les modes de consommation, on sait que c'est hyper important aujourd'hui. L'environnement, tu vois, le travail d'Hugo Clément pour la prise de conscience sur les sujets environnementaux. La santé, tu vois, je pense à des gars comme Major Mouvement, ou tu vois, ou Simès, je crois, le docteur. Enfin voilà, ou dans le business, dans la carrière, d'ouvrir des portes et ça. Donc ouais, je suis complètement aligné avec toi. Et puis même récemment, on l'a vu sur même le résultat d'une élection, quoi. Tu vois, incroyable. Ce que Squeezie a fait, c'était très fort, quoi. Donc voilà, il y a un vrai enjeu. Tu as une grosse responsabilité. Il y a un vrai enjeu, on a une responsabilité, exactement. Il faut, mais voilà, il faut que les plateformes nous aident aussi, parce que je pense que les plateformes ont aussi un rôle à jouer. Parce que ça, en tout cas, moi, je suis inquiet aussi par rapport aux plateformes, par rapport aux algorithmes, par rapport à tout ça et ce qui se passe, que ça soit en temps de guerre ou autre. Tu me parles de l'écologie, etc. Ça fait quand même flipper. Donc voilà, c'est ces deux pendants-là, de se dire ils peuvent changer le monde dans le bon sens ou dans l'autre sens. Et donc il faut quand même faire gaffe, il faut être assez vigilant, quoi, sur la suite. Ça serait quoi le rôle que pourraient jouer les plateformes, quoi ? Elles devraient privilégier des contenus un peu plus éducatifs. Ouais, en fait, il y a des contenus je pense qu'il y a des contenus qui doivent être supprimés déjà de manière quasiment automatique. Ouais. Il y a des contenus qu'on ne peut pas voir, qu'on ne doit pas voir. En fait, c'est à la limite de la liberté d'expression. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu dépasses, quand tu transgresses la loi, il doit pouvoir avoir un truc automatique qui te permet. En fait, on doit pouvoir à minima réguler ce genre de plateforme, parce que sinon, en fait, ça influe. Le moindre truc influe sur les gens, en fait.
Ça va tellement vite, les réseaux sociaux, que la moindre petite étincelle, la moindre fausse information, la moindre forme de racisme, la moindre forme de quoi que ce soit influe sur des milliards de personnes. Tu vois, à un moment donné, le passage sur Inox où il parle de la pollution et juste il dit mettez-les, enfin les gars, mettez-les à la poubelle. Ça paraît rien. Moi, je te parie que ça va impacter beaucoup de jeunes de 13, 12, 11 ans qui vont entendre cette phrase et qui vont se dire mais en fait c'est vrai, il faut mettre son truc à la poubelle. Ça paraît rien, mais pour moi, c'est pour moi, c'est ouf. C'est d'ailleurs un des trucs hyper énervants sur ceux qui ont dit ils parlent pas d'écologie. Tu vois, ils parlent de ça, ils parlent de. Il dit la seule règle que Mathis m'a appris, c'est t'arrives à la montagne, tu la laisses quand tu pars telle que tu l'as trouvée en arrivant. Tu vois, donc c'est une phrase simple et ça veut tout dire. Tu vois, et puis après, ça suffit. Et après on dit ouais, mais il y avait pas de femme dans le reportage. Mais ok. Et si il a pas de femme dans son environnement, est-ce qu'on va lui en vouloir le fait de est-ce qu'il aurait dû absolument choisir une femme pour l'accompagner? Non, franchement, j'étais d'accord avec aucune critique de toute façon. Bah écoute Ruben, petit mot de la fin. Je pense que la question que je pose habituellement, sauf s'il y a d'autres sujets dont tu veux parler avant que je te pose ma petite question finish rituelle. Non, on a tout dit. Ok. Bah écoute, qu'est-ce que tu conseillerais à la personne qui nous regarde et qui se reconnaît un peu dans ton profil? Qu'est-ce que le conseil que tu donnerais au toi plus jeune de 20-25 ans quoi? Non, alors je disais c'est paradoxal, mais n'écoute pas les conseils. Okay. Donc, je vais pas te donner un conseil si je te dis de pas écouter les conseils. On est tous différents, on est tous faits d'une certaine manière. Ne te compare surtout pas. Tu as un potentiel enfoui à l'intérieur de toi, c'est certain. Il faut juste que tu le trouves et ça prend le temps que ça prendra. Mais ne te compare absolument pas aux autres. Et puis voilà, vis ta vie. Ne te mets pas de pression inutile. Ne te dis pas je dois absolument faire ça, je dois absolument être ça. Les choses arrivent, et vraiment, on l'a déjà dit, mais voilà, essaye de pas regarder ce que les autres font, mais fais les choses, voilà, juste ça, le conseil que je peux donner, même si je ne dis pas écouter les conseils, c'est de faire les choses. Ouais, c'est hyper fort comme conseil, surtout pour ceux qui nous écoutent qui sont plus jeunes, où tu es dans un monde scolaire, on en a beaucoup parlé, où tu es comparé en permanence aux autres, quoi. Lui, il a des meilleures notes, lui, il est plus grand, lui, il est plus beau, lui, il a de la puberté avant les autres, enfin, tu vois, genre, il y a plein de trucs, tu es comparé en permanence et penser qu'en fait, faut te comparer qu'à toi-même, quoi. Donc, exactement. Le vrai combat et la vraie comparaison que tu dois faire, c'est toi-même, c'est d'être meilleur que celui que tu étais hier. C'est le seul, et c'est pour ça que le téléphone peut être très dangereux. Et donc moi, je le dis, et c'est un combat, je dis à tous les jeunes, et j'en ai fait mon post LinkedIn hier, de dire, essaye de l'utiliser au mieux et de pas t'abrutir à scroller, parce que sinon tu vas te comparer du matin au soir, et c'est pas une bonne chose pour toi. Bah écoute Ruben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Partagé.